Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode numéro 63. Qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est votre récapitulatif bimensuel de l'actualité pop culturelle. Je suis en compagnie d'Adrien. Comment vas-tu, mon cher? Bah ça va très bien parce que je suis avec toi et ça me fait toujours plaisir d'être avec toi, de parler pop culture. Qu'est-ce qu'il est mignon. Bah tu sais, moi quand je peux faire plaisir, je suis là. Non, je suis très content de vous retrouver parce que toutes les 2 semaines maintenant, ça fait long en fait. Ça manque, à chaque fois. Bah ça manque. Ça manque de Il y a fou. toujours ce petit lundi entre deux où je me dis, ah, il se passe rien là? Il y a pas petite pop culture là? Bon, bah, go dormir, hein. Bah ouais, voilà, on va dormir, on va prendre l'apéro. Maintenant, le lundi, les gens sortent pas, donc on s'ennuie, voilà, il fait froid, c'est horrible. Non, ça va. On aimerait faire une hebdo, on revenir à l'hebdo, mais bon. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais en tout cas, non, ça va très bien. Très Bah bien. ouais. J'ai beaucoup de recos cette semaine en plus. Ah ouais, Pas j'ai mal vu de ça, choses. c'est trop cool. Je suis en fin de maladie, ça s'entend peut-être, parce que j'étais vraiment très très malade dimanche. Là, on enregistre lundi, j'étais bien malade, bien pris, et encore aujourd'hui. Genre maladie où ça te prend le nez, les sinus, c'est genre le truc qui plaisir. éclate la tête, jusqu'aux dents, limite, tu vois, c'est gros plaisir. Mais ça va mieux, je me suis shooté au Médoc avant de commencer l'émission. Donc voilà. Au Médoc, oui, t'as raison de préciser. Au Médoc. Et à savoir que j'ai de la menthe poivrée avec moi pour me déboucher les sinus. Vous l'entendez, si besoin. Voilà, on est parti. on est très bien. Et toi, ça va? Bah écoute, ça va, ouais. Grosse semaine en ce moment, mais on tient tranquille jusqu'à ce que ça soit terminé, quand même. Jusqu'à la fin de notre vie, voilà, putain, merde. Bien sûr, bien sûr. Le plus tard possible, en tout cas, on te le souhaite. Hein. En tout cas, on te le souhaite. Ouais. Rien n'est impossible, bien sûr. L'immortalité, pourquoi pas? Oui, Quentin MacLeod, bien sûr, il ne peut en rester qu'un. Le quickening, tout ça. Allez, qu'est-ce que c'est Pop News? Cette semaine, on va parler, bien sûr, des news des 2 dernières semaines, un point box-office d'Adrien qui nous a préparé aux petits oignons, ainsi qu'un gros sujet au sujet, justement, des flops au box-office, ces suites de films à milliards de dollars qui se ratent complètement au box-office. On commence à en avoir beaucoup dernièrement, on va en parler justement. Est-ce qu'il y a des raisons structurelles à tout ça? Est-ce qu'il y a des raisons qualitatives à tout ça également? On va en parler tout à l'heure. Ensuite, le radar des sorties, quelques recos pour terminer cet épisode. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, de balancer des étoiles sur les plateformes de podcast, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux et de balancer quelques deniers sur notre page Ko-fi. Un grand merci déjà à tous ceux qui le font. On pense à vous et c'est un grand merci qu'on vous envoie, bien entendu. Je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer tout de suite par les news, Adrien. Je crois que c'est toi qui commences, puisque tu vas nous parler de Josh Brolin. Josh Brolin, qu'on avait vu récemment dans Dune 2, et qui refait parler de lui aujourd'hui parce qu'il a rejoint le casting d'un film très attendu, en tout cas moi je l'attends énormément, c'est le remake de Running Man. Il est pas réalisé par n'importe qui ce remake, c'est Edgar Wright, celui qui s'était occupé de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz et du dernier pub avant la fin du monde, qui s'occupe de le réaliser, et Josh Brolin vient de rejoindre Glenn Powell pour le film. On sait que Brolin incarnera le principal antagoniste dans ce film qui raconte en fait un futur dystopique dans lequel le héros, qui est joué par Glenn Powell, incarne un participant d'un jeu télé mortel, une sorte de Squid Game si on veut, dans avant l'idée, l'heure, voilà, un petit peu, avant l'heure, pour sauver sa fille malade. Le film, en fait, c'est une nouvelle adaptation du roman de Stephen King qui était sorti en 1982 et qui avait déjà été porté à l'écran en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Le film était sympa, regardez-le encore aujourd'hui, il a vieilli évidemment quoi, mais le film avait son petit cachet que moi j'aime bien, mais je suis très très curieux de voir ce que Edgar Wright va en faire avec sa patte évidemment, on connaît tous son génie du montage et du rythme, notamment avec Baby Driver et avec aussi Last Night in Soho, il avait fait des trucs superbes au niveau de l'imagerie, donc là ça peut être très très cool, et c'est son premier remake, et c'est aussi son premier gros film dystopique, même si le dernier pub avant la fin du monde est un truc qui tend vers la science-fiction. Donc je suis très 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 curieux. Pour l'instant on n'a pas de date de sortie, mais on a déjà 2 gros noms, voire 3 si on rajoute Edgar Wright à la réal. Notez qu'on reparlera d'Edgar Wright tout à l'heure au moment du radar des sorties, puisque tout est écrit, bien entendu, ce conducteur est fait absolument magiquement, bien sûr. Très très chaud hein, pour voir, de toute façon, pour voir n'importe quel film d'Edgar Wright, de toute manière. T'avais vu Last Night in Soho ou pas? Malheureusement non, j'ai vu des scènes qui m'ont l'air incroyables, et donc j'ai très très hâte de le mater, mais voilà, de toute façon...
C'est un très bon film. Ouais. Edgar Wright, j'aime beaucoup ce qu'il aime, enfin ce qu'il sait faire à la caméra aussi. C'est le genre de gars que j'aime beaucoup. Scott Pilgrim aussi, on a oublié de le citer, mais Scott Pilgrim c'est quand même un grand film. D'ailleurs, on le voit derrière ici. J'ai un poster. Alors ça. On ne le voit pas à la caméra, malheureusement. C'est je suis désolé, mais en fait, voilà, c'est quand même. Mais il y a un poster pas d'Edgar Wright exactement. C'était une séance spéciale au début des années 2010. Je crois que c'est en 2011. Il y a très peu d'exemplaires qui ont été sortis par un artiste américain qui a fait il a mixé en fait 3 films d'Edgar Wright, à savoir Shaun of the Dead. On voit la grosse tête de Shaun derrière, désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast encore une fois. On voit Scott Pilgrim et Hot Fuzz, et je trouve ce poster magnifique, et il est numéroté, et je crois qu'ils l'ont tiré qu'à 500 exemplaires, un truc comme ça. Ah, tout de même. Donc ouais, j'étais très content de l'avoir. Monsieur se la pète. Il faut savoir que monsieur, en parlant de toi, Thomas, tu m'avais offert, rappelle-toi aussi, le vinyle de Baby Driver à l'époque. C'est vrai, bien sûr. J'étais très heureux de l'avoir. D'ailleurs, j'avais un petit peu galéré à aller le sourcer. Effectivement. Ah, ok. Ouais, c'était pas si facile que ça. Le film venait de sortir en plus. Ouais, c'était aussi pour ça. Ouais, mais Baby Driver, encore une fois, la playlist. Oh bah c'est pour ça, oui, quelle grande playlist. Le film a ses défauts, mais c'est vrai que la playlist est folle. Ouais. Bon, et dans le chat, en tout cas sur Twitch, puisque rejoignez-nous sur Twitch, bien entendu, toutes les 2 semaines, on a des gens qui sont très très fans de Last Night in Soho. On a Lactic qui nous a dit aussi que Baby Driver, c'était très chouette. Donc voilà pour Edgar Wright, dont on parlera tout à l'heure. Je vais vous parler un petit peu de Tom Holland, oui, parce que Tom Holland, interprète de Spider-Man, bien entendu, dernière génération, s'est exprimé récemment dans un podcast chez Rich Roll au sujet de Spider-Man 4, donc pas le Spider-Man 4 tant attendu de Sam Raimi, mais le Spider-Man 4 suite de No Way Home, qui l'a déjà tout simplement reçu un premier traitement du script, et il l'a déjà lu avec sa compagne Zendaya, et il en parle justement dans ce podcast. Il dit, il faut encore travailler dessus, il y a du boulot, mais les scénaristes font un excellent travail. J'ai lu le script il y a 3 semaines, et il a vraiment allumé un feu en moi. Zendaya et moi, nous sommes assis, nous l'avons lu ensemble, et par moments, on s'est même mis à sauter dans le salon. Ce serait un vrai film digne du respect des fans. Alors, il explique aussi que c'est un film qui a vraiment une importance, l'importance pour les scénaristes de penser à l'intégration de ce film dans le MCU est évidemment cruciale. Il dit, votre film est un petit rouage dans une grande machine, on commence à la connaître bien sûr, cette machine du MCU, et cette machine doit continuer à fonctionner après vous. Vous devez vous assurer que vous pouvez vous intégrer dans cette chronologie au bon moment pour bénéficier de la situation dans son ensemble. C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment avec le script. C'est un défi de taille à résoudre dans le timing imparti, mais c'est tout à fait réalisable avec les personnes qui travaillent dessus actuellement. Alors pour rappel, ça fait 3 ans que No Way Home est sorti, 2021, c'était presque 2 milliards de dollars au box-office, 1,927 milliards de dollars très précisément, versus 200 millions de budget. C'est le 6e plus grand succès de l'histoire au box-office. C'est aussi le plus grand succès de 2021, bien entendu, le plus grand succès de Sony Pictures de son histoire, et c'était surtout une avalanche de fanservice qui avait énormément porté le film à sa sortie, le film avait été réalisé par John Watts, comme les 2 films précédents, Homecoming et Far From Home, et c'est désormais Destin Daniel Cretton, à savoir le réalisateur de Shang-Chi, qui devrait réaliser ce 4e film, et pour l'instant, rien d'officiel, ni de date de sortie, ni quoi que ce soit. Moi je suis plutôt content que ce soit lui qui s'en occupe et pas John Watts, parce que peut-être que John Watts, ça fait son temps, John Watts n'est pas un grand réal non plus, à chaque fois je le dis dans l'émission, et j'avais bien aimé le Shang-Chi de Cretton, on l'embrasse, le Shang-Chi de Cretton est vraiment bien. Alors le film a aussi ses défauts encore une fois, et c'est un Marvel, on va pas se mentir, mais il y avait vraiment de la pêche dans les scènes de fight et dans les chorés, je trouvais ça très très cool. Je pense que pour un Spider-Man, j'ai l'impression dans le 4 qu'ils vont revenir à un truc un peu street level, c'est ce qui ça tend vers ça, j'ai l'impression, pour la suite, ça peut le faire justement, d'avoir des voltiges un petit peu cool dans New York. En fait, j'ai l'impression
dans cette trilogie, je sais pas toi, de jamais le voir vraiment dans New York, à part dans le premier, quoi. On est tout à fait d'accord. Bon, au bout d'un moment, c'est pas Spider-Man pour moi, quoi. Enfin, c'est juste un truc de fond vert et c'est pas très sympa, quoi. Je suis super d'accord avec ça. Et ça, et aussi dans le chat, j'ai vu que quelqu'un disait, je vais retrouver, qu'il faudrait transitionner vers Miles Morales. C'est vrai que ce serait pas mal, mais à savoir aussi que, c'est Anthony qui dit ça, ce serait pas mal, mais savoir que Sony a déjà peut-être ça dans les tiroirs de faire un live action sur Miles Morales, évidemment après le succès de Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse qui sortira bientôt. Alors le bientôt, a priori, ouais. Il devait sortir là d'ailleurs, genre dans 6 mois je crois. Ouais. Mais bref, en tout cas, news intéressante qu'on aura pu traiter en gros sujet, on y a pensé parce que faut préciser aussi que Tom Holland a maintenant un pouvoir décisionnaire aussi sur la suite. Il a reçu un script, mais lui le dit en interview dans ce podcast que il a le droit de dire j'aime pas, j'aimerais aller vers ça, j'aimerais justement refuser ça, etc. quoi. Donc c'est intéressant de voir le pouvoir qu'il peut maintenant. Il a un grand pouvoir, donc ça implique une grande responsabilité. Ah ouais, ça vient de quel film ça? Je sais pas, Batman, Star Wars, je sais plus, mais en tout cas voilà, ça me parle. C'est un truc. Allez, je te laisse la parole avec une autre star montante de ces dernières années. C'est Sydney Sweeney qui a révélé récemment sur Instagram son prochain rôle et notamment son physique pour ce prochain rôle. Exactement, parce qu'en fait il y a des photos de tournage qui étaient sorties, donc en fait elle a préféré le dévoiler directement sur les réseaux sociaux. Donc c'est savoir Sydney Sweeney, pour ceux qui la connaissent pas, c'est elle qui jouait récemment dans l'énorme succès Tout sauf toi avec Glenn Powell, que je vous recommande parce que c'est une comédie romantique plutôt cool et rigolote, franchement c'est sympa, ça se met vraiment bien. Et elle est connue évidemment pour Euphoria, qui aura une 3e saison prochainement, et aussi pour The White Lotus, elle est dans la saison 1. The White Lotus, super série aussi, n'hésitez pas à regarder. Sydney Sweeney est super cool. Et je termine avec sa filmo avec Reality, où pour une fois elle ne se met pas en avant du tout sexuellement, parce qu'elle est ultra sexualisée, hein, Sydney Sweeney, on va pas se mentir, mais dans Reality pas du tout. Elle a un super rôle, elle joue incroyablement bien, donc c'est très très cool. Bref, tout ça pour dire qu'elle a un nouveau film qui arrive. Et en fait, elle va incarner la boxeuse Christy Martin, et elle s'est transformée physiquement, c'est assez impressionnant. On voit, je sais pas si elle a des faux bras, pour ceux qui nous écoutent en podcast, il y a des photos où en fait j'ai l'impression qu'elle a vraiment énormément de muscles, mais je trouve qu'elle est extrêmement musclée, et ça me paraît ouf qu'elle ait pris autant de muscles en si peu de temps. Donc est-ce que c'est des rajouts maquillage, je sais pas trop, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Elle a des cheveux beaucoup plus longs, etc. Et à savoir que Martin, je savais pas du tout qui était cette boxeuse, c'est une figure emblématique du monde de la boxe des années 90, qui en fait a surmonter beaucoup d'obstacles, dont une tentative de meurtre par son mari. Donc je pense que le film, quand même, va tacler des sujets assez importants. Et en fait, comme je l'ai dit, on a pu voir Sydney Sweeney sur Instagram partager des photos de son entraînement sur les réseaux sociaux, et elle a un look qui rappelle dans l'idée une transformation un peu comme I, Tonya avec Margot Robbie, ou vraiment pas méconnaissable, mais à fond dans le rôle, quoi. Donc je suis très curieux de voir ce que va donner le film. Très cool. Voilà. Très très cool. On sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Non, j'ai pas vu la date de sortie. Je crois qu'elle est pas comme ça en tournage. Je crois qu'il n'y a pas encore de date, mais je peux me planter. Ce serait pas surprenant. Bon, si ça tourne maintenant, on peut s'imaginer que ça soit 2025. Hein. C'est pas trop le genre de film qui met trop de temps, qui mettent trop de temps en termes de post-production. Donc intéressant. Et puis pourquoi pas un rôle aussi important dans la carrière de Sydney Sweeney d'un point de vue acting aussi. Mais qu'elle fasse ça en fait, parce que c'est une très très bonne actrice en fait, Sydney Sweeney. Mais c'est ça. Alors je comprends parce qu'elle en joue de ouf et elle a raison, hein, tant mieux quoi. Mais au bout d'un moment, faut pas qu'elle devienne que ça, parce qu'elle a vraiment vraiment du talent quoi. Mais moi du coup j'aime bien voir ce genre de projet de sa part, parce que ça tend à rassurer aussi sur ses choix de carrière. Donc ça, regarde Reality. J'ai très hâte. C'est trop bien, Reality c'est super. Un peu là-dedans. Ouais. C'est très très bien. Carrément. Très cool ou pas, hein, on vous laissera juge de tout ça et écouter notamment notre podcast critique à ce sujet. C'est Dune, la partie 3. Où est-ce qu'on en est de cette partie 3 de Dune, le Messie de Dune, bien sûr. C'est l'interview de Denis Villeneuve publiée chez Deadline très récemment qui nous donne enfin des nouvelles à son sujet. La pause de Denis Villeneuve est terminée, semble-t-il. Il dit « Je suis en pleine écriture de Dune partie 3, à savoir le Messie de Dune. » Il dit exactement « Dune, première partie et deuxième partie sont pour moi une seule et même entité, comme un film en 2 parties auquel j'ai mis le point final.
Il dit mais oui, comme Herbert avec Dune Messiah, j'ai pensé que ce serait une idée géniale de faire quelque chose d'entièrement différent. L'histoire se passe 12 ans après la fin de la deuxième partie. Leur histoire et leur itinéraire sont différents, comme je le dis toujours, même si c'est dans le même monde, les circonstances sont différentes. Et le film doit terminer l'arc de Paul Atreides, et c'est aussi pour ça que, selon lui, ce sera le dernier film qu'il réalisera dans l'univers de Dune, pour cette adaptation des romans de Frank Herbert. Je suis trop content, j'attends ce film avec impatience. Non, je déconne, je n'aime pas Dune. De Denis Villeneuve. Bref. À noter que Denis Villeneuve n'a pas confirmé que ça sortira bien le 18 décembre 2026, parce qu'on sait qu'un film, entre guillemets, événement de Denis Villeneuve doit sortir à cette date-là chez Warner. On peut s'imaginer que c'est effectivement Dune partie 3. Donc il n'a pas confirmé, mais il en a un petit peu parlé tout de même. Il dit, disons que je pensais faire une pause après Dune partie 2, retourner dans la forêt et y rester un petit moment pour me remettre, mais c'était pas trop mon truc, et je pense retourner derrière la caméra plus vite que prévu. C'est tout ce que je peux dire. Bon. Voilà, donc okay. C'est plutôt cool. Pour ceux qui attendent Dune, de ouf. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, donc du coup, ce qui se passe, c'est que, pour rappel, Dune partie 1, c'est sorti fin 2021, après le Covid avoir été décalé post-Covid. 401 millions de dollars au box-office. Et Dune partie 2, cette année, début 2024, c'est 714 millions de dollars au box-office. Donc ça paraît logique, évidemment, que tout ça... donne naissance à une troisième partie, et rappelons-le, d'ici quelques semaines, vous aurez un spin-off préquel qui s'appelle Dune Prophétie sous la forme d'une série sur Max. On en parlera peut-être si on a l'occasion de la regarder. Je regarderai, j'aime pas spécialement ce qu'a fait Villeneuve, mais je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait en série, donc pourquoi Exactement. Pas. Voilà pour Dune. C'est marrant parce qu'en fait il fait vraiment son Nolan, tu sais, il fait sa trilogie chez Warner, comme Nolan a fait Batman avec The Dark Knight. Exactement. C'est rigolo. Sa trilogie de blockbuster, hein, tout à fait. Exactement. En parlant de blockbuster justement de chez Warner, parlons de Superman, qui a eu quelques nouveautés également, et notamment une très jolie image qui est sortie récemment. Tout à fait, c'est James Gunn, le réalisateur du prochain Superman, qui l'a dévoilé sur les réseaux sociaux. Donc on rappelle que James Gunn est désormais à la tête de l'univers cinématographique DC, ça s'appelle DC Studio, et il a fait une grosse révélation, à savoir que le chien Krypto, qui est le fidèle compagnon de Superman, sera présent dans son prochain film, qui s'appellera, comme je l'ai dit, Superman. Il avait porté le nom de Superman Legacy à une époque, maintenant c'est fini, c'est juste Superman. On a pu le voir donc sur cette photo, un Superman de dos, avec Krypto aussi de dos, avec David Corenswet, qui incarne l'homme de Krypton, qui regarde la Terre, en tout cas qui est dans l'espace et qui regarde à travers un vaisseau, je pense, en tout cas c'est ce que je crois. J'ai l'impression qu'il est sur une planète, en fait. Soit une planète, peut-être, on ne sait pas vraiment, parce que c'est très zoomé, mais en tout cas c'est une photo assez rigolote, assez sympa. James Gunn explique que Krypto, de son film, est vachement inspiré de son propre chien. Il explique que son chien en fait bouffait tout quand il l'a recueilli, c'était un bordel monstre. Ils ont mis vachement de temps avant d'arriver à le dresser, à l'éduquer, et apparemment il s'est dit c'est cool de rendre hommage un petit peu à mon chien, de mettre un Krypto comme ça. Donc est-ce qu'on aura un Krypto un peu foufou dans Superman? On verra. En tout cas, le film reste lui toujours prévu pour juillet 2025, et ça marquera vraiment la nouvelle ère chez DC Studios sous James Gunn et Peter Safran, on va le dire en anglaise, et on est très curieux de voir ce que ça va donner. Et toujours lié un petit peu à Superman, France 2 a fait un reportage ce week-end ou en fin de semaine dernière sur le film documentaire Superman, qui s'intéresse en fait à la vie de Reeves, de Christopher Reeves, qui était le premier interprète de Superman. Apparemment super documentaire d'ailleurs, au passage, moi j'ai pas vu, mais j'ai très hâte de le voir. Et à la fin de ce documentaire, le journaliste de France 2 envoie un magnéto en disant ça c'est les prochaines images du Superman de James Gunn. Et en fait c'est pas du tout les premières images du Superman de James Gunn, c'est un trailer fait par intelligence artificielle qui circule sur YouTube, donc il n'y a rien de sourcé, il n'y a rien du tout, c'est dégueulasse les images, même quand on les voit et qu'on connaît pas, on voit que c'est mal fait et que c'est moche. Mais si je vous en parle, c'est parce que même James Gunn, ça a monté jusqu'à ses yeux. Il l'a vu sur Twitter, quelqu'un lui a montré. Il a juste mis 3 emojis vomis en disant c'est dégueulasse de faire ça. Donc voilà. Ridicule. Ridicule. Quand t'es journaliste quand même, quoi. Et t'as accès à toutes les stars du monde parce que t'es France 2, donc tu fais des junkets avec tout le monde.
Quand même, quoi, sans déconner, un peu de professionnalisme, s'il vous plaît, ou embauchez-nous, en fait, juste. On est dispo, quoi. On fera les choses bien. Embaucher des gens, ne serait-ce que quelqu'un qui peut vérifier un petit peu ce que vous mettez dans vos magnétos, à la rigueur, voilà, quoi. Peut-être qu'il y a un monteur qui a déconné, mais ça m'étonne quand même, quoi. Et un truc que je trouve horrible, ça pourrait faire un sujet, peut-être pas entier, mais ces faux trailers fan-made, là. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de tout ça, moi. Ça me rend fou. Ça me trigger. Mais il y en a plein qui tombent dans le panneau, en fait. Ah non, mais moi, on n'en a pas parlé, mais toutes les semaines, à l'époque où House of the Dragon saison 2 était en diffusion, toutes les semaines dans mon Discord, j'avais des gens qui me disaient hey, vous avez vu ça, c'est ce qui va se passer dans l'épisode prochain. Et à chaque fois, je disais c'est quoi ta source? Et à chaque fois, c'était un putain de faux trailer. À chaque fois. C'est genre insupportable. Et mais j'ai plein de potes à chaque fois qui disent ah bah ouais, j'ai vu le trailer, il est sorti. Je fais bah non, c'est pas possible, le trailer, il est jamais sorti. Et parce que nous, on est abonnés aux bonnes sources, on sait très bien quand. Malgré tout, en fait, en fait, moi, ce qui me fascine. Ils sont du blé de ouf. Déjà. Mais on fera un sujet là-dessus. On en fera un vrai sujet. On va rester dans la thématique super-héros, puisqu'on a quelques nouvelles au sujet de Daredevil, comme on dirait en français. Le trompe la mort, là. La série Born Again, qui devait sortir, enfin qui doit sortir en 2025. On a désormais sa date de sortie officielle. C'est lors d'un panel à la New York Comic Con qui s'est tenu cette semaine. Que la date a été dévoilée. Ce panel, il y a eu la surprise que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio étaient présents pour révéler un extrait de cette série, mais aussi la date de sortie révélée sur Disney+, le 4 mars 2025. Donc il ne reste même pas 6 mois avant de découvrir cette suite, réimagination de Daredevil à la sauce MCU, avec du coup les mêmes acteurs que la série Netflix, puisque les retours sont prévus de Charlie Cox en Matt Murdock, Vincent D'Onofrio en Kingpin, ou Wilson Fisk, John Bernthal en Punisher, Deborah Ann Woll en Karen Page, Layden Henson en Foggy Nelson, etc., etc. Et le synopsis officiel, on l'a désormais. Matt Murdock, un avocat aveugle aux capacités décuplées, se bat pour la justice via son cabinet d'avocats, tandis que le baron du crime Wilson Fisk poursuit ses propres ambitions politiques à New York, alors que leurs identités passées commencent à émerger, tous deux courent droit vers l'affrontement. Voilà pour le synopsis de cette nouvelle série, cette fois dans l'univers du MCU. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Carrément. Non, carrément. Bah, moi, de toute façon, j'aime énormément ce qu'ils en avaient fait dans le Netflix Universe, en gros. Enfin, voilà, ils avaient vraiment chopé ce qui marchait très bien chez Daredevil dans cette série-là. Je trouve que ça... C'était un peu moins bien quand même sur la fin, dans la saison 3, c'était un peu moins cool, mais les 2 premières saisons étaient très très bien, notamment la 2 avec John Bernthal en Punisher, c'était super. J'ai maté, mais j'ai vraiment maté à l'arrache She-Hulk avec Matt Murdock qui revient, mais je pense qu'ils vont complètement s'éloigner de ça, ils reviennent au costume rouge et plus le truc. Donc voilà, non, je suis content qu'ils reviennent à ces bases-là. Moi, c'était un vrai plaisir à l'époque. On est vieux parce que c'était en 2016 quand même déjà. Et j'étais très content de regarder ça. Donc je pense que ça peut être du lourd. Et de toute façon, tous les projets avec John Bernthal, j'y vais. J'ai énormément de sympathie pour Charlie Cox et ce qu'il fait du perso. Donc non, très très cool. Très très bien, quoi. Et à savoir qu'il y a une BD qui ressort de Daredevil, enfin qui sort Daredevil Cold Day in Hell avec Charles Soule de retour, avec un Matt Murdock version Old Man Logan. Nice. Donc qui est plus vraiment Daredevil, mais en fait qui est toujours Matt Murdock, donc aveugle, etc., quoi. Donc ça peut être plutôt sympa. Moi, de toute façon, tu m'as eu en prononçant 2 mots, Charles Soule. Vraiment, c'est un scénariste de comics, mais aussi un romancier qui est absolument incroyable et dont j'aime beaucoup l'œuvre. Moi, j'ai très très hâte de lire ça pour le coup maintenant que tu m'as dit. Vas-y. Franchement, ça a l'air très très cool. Je vais te dire quand ça sort. T'es attendu pour le mois d'avril 2025. Autrement dit, au moment où les 9 épisodes de Born Again vont être diffusés. Malin. Je te dis, moi. Ils sont pas bêtes chez Marvel. Let's go. Les marketing, ils sont forts. Ils sont très très forts. Allez, dernière news de ces 2 semaines, c'est Fallout saison 2. On a quelques nouvelles au sujet de Fallout sur Prime Video. Yes, bon, news assez rapide, hein, vraiment, c'est que le tournage de la saison 2 de Fallout va commencer très prochainement, à savoir en novembre 2024, donc le mois prochain. On sait pas combien de temps, on sait pas pour quelle durée, mais ça devrait aller assez vite, parce que je pense qu'ils veulent une diffusion pour 2025, peut-être fin d'année 2025,
début 2026 grand max, mais comme la saison 1 est un véritable succès, donc on rappelle que Fallout, ça adapte l'histoire du célèbre jeu vidéo post-apo de Bethesda, et la saison 1 nous laisser un petit peu sur notre fin quand même, vraiment dans les dernières secondes de l'épisode, il se passe quelque chose qui est un cliffhanger et qui nous donne envie de regarder la suite, et on a vraiment envie de savoir ce qu'ils ont prévu autour de toutes les intrigues sur les survivants, et notamment les abris souterrains, parce que c'est quelque chose qu'ils ont développé, je trouve, qui existe déjà dans le jeu, mais tout ce qui est mystère et horreur qui peut se passer dans tous les autres abris de Voltec, donc très très curieux. Donc voilà. Je m'y attendais pas du tout, mais j'ai hâte de voir ça. Ouais, bah non, pareil, et rappelez-vous, donc c'est tournage en novembre 2024. Voilà. Ok. Bon, pour quelques mois, ce qui va surtout prendre du temps, c'est la post-production pour le coup. Sur une série comme ça, bien sûr, il y a tellement d'effets spéciaux que voilà. Effectivement, Silo saison 2 qui arrive le mois prochain. Silo, on va être gâtés en novembre. Oui, mais gâté, on va être gâté. On a eu une bande-annonce pour Silo saison 2. Moi, j'ai lu les bouquins de Silo. J'ai pas fini le préquel, mais là, de toute façon, ça adapte pas le préquel. Ils sont malins dans la bande-annonce parce qu'ils en révèlent peu, ce qui est compliqué parce qu'il y a une grosse partie de la saison 2 qui n'est pas montrée, donc ils sont plutôt malins. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire quand même parce que Rebecca Ferguson a du taf et je lui fais entièrement confiance parce que c'est une putain d'actrice. J'ai pas terminé la saison 1, moi, putain. Mais regarde la saison 1, voilà. J'espère que ça va être très bien, et il y a notamment un acteur qui n'est pas révélé aussi dans la bande-annonce, tant mieux, qui joue un rôle très important dans la suite et qui est très bien choisi. Je te l'avais dit, je crois qu'on s'était annoncé, très bon cast pour Silo. Donc voilà. Très hâte de voir ça. On est gâtés en ce moment en termes de série. Bah écoute, on est aussi gâtés au box-office, paraît-il, puisque c'est l'heure du point box-office, mon cher. Alors pour le coup, il y en a un qui est pas gâté, c'est Joker Folie à 2. Et non, parce que malgré l'attente qui était oufissime, on va pas se mentir autour du film, la suite de Joker de 2019 a déçu, le moins qu'on puisse dire, que ce soit côté critique et côté public, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'aux États-Unis, le film a débuté avec plus de 37 millions de spectateurs la première semaine, plutôt ok, mais vraiment pas ouf, mais tu te dis pourquoi pas. Mais la suite, elle est terrible parce qu'il y a une chute massive de 81% du public la deuxième semaine, à savoir 7 millions de spectateurs, ce qui a marqué en fait un échec majeur pour le film dès le début. C'est fini en fait pour Joker Folie à 2 puisqu'il sort là en vidéo, en numérique. Wow, je parle comme un vieux, genre vraiment en digital. En digital, merci, à la fin du mois. Donc en fait, il finit même pas un mois d'exploitation au cinéma aux États-Unis qu'il est déjà dispo en digital, ce qui est ouf. C'est le film de super-héros avec la pire chute d'audience entre 2 week-ends aux États-Unis. Donc ça en dit long quand même sur l'échec cuisant du film de Todd Phillips. En France, il y avait quand même un début prometteur pour Joker 2 parce qu'il y avait quand même 600 000 entrées, ce qui est pas dégueulasse quand même. Mais les chiffres ont chuté de 65% en deuxième semaine pour arriver à 210 850 entrées. Donc c'est également un flop en France. Et il faut rappeler, c'est là le plus important, c'est qu'on a un budget de 200 millions de dollars. Pour le film, 200 millions de dollars, c'est énormissime, avec en plus, je crois, si on comptabilise tous les salaires, on est à peu près à 20 millions, je crois, de salaires de Joaquin Phoenix et de Lady Gaga, et Todd Phillips est dans l'histoire, quoi. Donc on est pas mal. Non, je crois que c'est 20 millions pour Phoenix, 12 millions pour Gaga, et Phillips chope un petit truc, quoi. Donc ouais, c'est un monstrueux budget pour un film qui va coûter très 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 cher à Warner. C'est un peu chaud là. Je pense que là, c'est un peu chaud du cul. Voilà, ça fera partie évidemment de notre gros sujet. Stay tuned, parce que ça arrive très prochainement. Ok pour Joker, est-ce qu'on a des petits succès tout de même malgré tout? On a même des gros succès surprises, à savoir Terrifier 3, parce que le film d'horreur fait un carton à l'étranger et en France. En France, il est déjà à 279 000 entrées pour sa première semaine, mais sur une distribution limitée, sur seulement 155 copies. C'est ouf, il remplit toutes les salles. Et il fait déjà 280 000 entrées sur 155 copies en une semaine, c'est monstrueux. Donc c'est déjà un succès en France. Aux États-Unis, il a déjà généré 18,3 millions de dollars lors de son premier week-end et il bat largement le score total de Terrifier 2, donc total, pas juste de la première semaine, qui était lui de 10,9 millions de dollars. Donc c'est un énorme succès pour Terrifier. J'ai toujours pas vu cette franchise. Ça me fait beaucoup rire de voir des extraits à droite à gauche. Moi, c'est surtout les mèmes du clown sur TikTok qui me font marrer. Hilarant en fait. Moi, je trouve ça génial. Ça a l'air trop bien. Donc faut jouer.
Thomas fait très très bien la tête du clown Art, le clown. Donc ça a l'air super. Moi, c'est le genre de truc en plus que j'aimerais énormément. Donc, faut vraiment je prenne le temps de regarder. Il me fait peur. Voilà, pour ceux qui sont en podcast, voilà, il me fait des gros yeux qui me font peur. En tout cas, voilà, énorme succès pour Terrifier 3. Donc, je vous reparlerai, je pense, dans 2 semaines parce que son exploitation est loin d'être terminée. Let's go. On reparle d'un échec cuisant, et on va terminer d'en parler parce qu'après c'est bon, c'est fini. Megalopolis, le film de Francis Ford Coppola, qui a beaucoup fait parler de lui, notamment lorsqu'il a été présenté à Cannes, mais surtout après, pendant son exploitation, qui n'a réalisé que 11,4 millions de dollars au box-office mondial, 7,5 millions aux États-Unis et 3,8 à l'international. Et le budget, tenez-vous bien, était de 120 millions de dollars. Donc voilà, là aussi on fait face à un échec commercial monstrueux. En plus, on sait que Francis Ford Coppola a mis de ses propres deniers dans le film pour le produire, etc. Donc c'est très compliqué en ce moment, les gros films à Hollywood. On espère que ça va pas trop se poursuivre, on en parlera dans le gros sujet, mais si on oublie, il y a Gladiator 2 qui sort bientôt. J'espère qu'il subira pas le même traitement. En tout cas, voilà. Ça fera partie de notre gros sujet tout à l'heure. Je continue avec L'amour ouf, qui sera d'ailleurs dans mes recos. L'amour ouf, film de Gilles Lelouch avec Adèle Exarchopoulos et François Civil, qui vient de sortir ce mercredi, en tout cas mercredi dernier, qui a bien démarré en France, même très bien démarré, puisqu'il a fait 676 000 entrées sur 631 copies lors de son premier week-end, donc c'est un très 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 bon démarrage, et il a même atteint le score de 734 000 entrées en comptant les avant-premières, donc il est quasiment au million grâce au bouche à oreille, et justement la critique est plutôt positive, même s'il y a beaucoup de retours un peu peut-être on lui reproche des effets de manche, etc., mais tout ça vous l'entendrez moi dans la reco, je vous le dirai si c'est vrai ou pas, mais en tout cas voilà, un beau démarrage pour le film de Gilles Lelouch, et on a hâte de voir ce qu'il va donner juste après. J'en profite aussi pour parler, mais je crois que tu l'as pas mis toi dans ton conducteur, mais juste pour terminer sur le box-office et films français, un autre film français qui a cartonné, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ça y est, c'est officiel, il a franchi le cap des 9 millions d'entrées lors de son 17e week-end en salle, et c'est vraiment un succès colossal qui n'était pas forcément prévu, quand même 9 millions d'entrées, on s'attendait pas à ce qu'il cartonne autant, surtout en ayant comparé au succès relatif des Trois Mousquetaires partie 1 et partie 2, qui aura une 3e partie pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est plutôt cool, c'est même très cool, pour le film de Pierre Ninet, voilà, qui a ramené les gens en salle sur un film de 3 heures, plutôt pas mal. Écoute, j'ai lu ça il y a pas très très longtemps dans un article média chez Figaro. Et qui disait qu'en fait, très prochainement, il y avait des maisons d'édition qui allaient travailler sur une espèce de base de données de livres qui seraient cool à adapter pour le cinéma. Et que en gros, les producteurs allaient pouvoir un peu trier un petit peu dans ce qui les intéressait. C'est-à-dire en gros, si tu veux, c'est une espèce de base de données de livres français, si tu veux, qui serait, on va dire, facile à adapter, ou plutôt qui serait disponible en adaptation pour les scénaristes français. Et alors je me souviens plus exactement du détail, il faudra que je regarde pendant 2 semaines, mais ça avait l'air d'aller dans cette veine de justement on a du patrimoine littéraire en France et on peut peut-être en faire quelque chose aussi au cinéma, et j'ai l'impression que ça a l'air d'être très lié quand même à ce succès-là. Oui, j'imagine de toute façon que ça donne des idées à plein d'éditeurs, mais ma question c'est de savoir au niveau des droits comment ça se passe. On parle d'œuvres connues qui ont déjà été adaptées potentiellement, ou des œuvres un peu plus mineures qui sont moins, j'ai n'importe quoi, mais tu vois, on a peut-être des comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, bon bref, j'ai plus le nom, mais tu vois, pas des romans de gare, mais des trucs un peu plus faibles peut-être, non, je sais pas. Tu sais quoi, on s'en reparle dans 2 semaines, je rechercherai le sujet, parce que on vous laisse en pause pendant 2 semaines. C'était intéressant. Non mais par contre, j'aime énormément l'idée, je trouve ça trop bien. Je sais pas si je trouverai la source là tout de suite. T'embête pas là-dessus, on en parlera dans 2 semaines. Mais ça avait l'air très intéressant, en tout cas comme initiative, de se dire, écoutez, il n'y a pas que des trucs anglais à faire, quoi. C'est exactement comment ce que dit dans le chat Franck, en disant je pense que Gaumont déjà ils doivent pas mal lorgner sur les Jules Verne, et c'est vrai, clairement. Pourquoi on n'a pas beaucoup plus d'adaptations de Jules Verne en France, même s'il y a une série là qui est sortie, Nautilus, je crois, sur France Télé, mais
moi, Jules Verne, j'en boufferais tous les jours, quoi. Enfin, Bah, il y a tellement l'œuvre de Jules Verne, elle est incroyable, donc c'est très étonnant. Et pluri-adapté pour le coup. Donc, oui, par contre, oui. Donc mais à voir, très évidemment... à l'international, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Ouais. Enfin, c'est quand même un truc français. Enfin, il y a de la matière en France et on a tendance à l'oublier aussi parce que, évidemment, les comédies sont un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Mais je trouve quand même qu'on a un retour à ce potentiel-là littéraire romanesque qu'on a eu avec les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo. Donc peut-être que bientôt on va avoir de nouvelles possibilités aussi, parce qu'évidemment il n'y a pas que le film de KPDP qu'on peut explorer aussi dans notre patrimoine culturel et littéraire. Si on prend Jules Verne, fais-nous du fantastique, ça peut être trop bien, du fantastique contemporain, tu vois, dans l'idée, quoi, pas un truc forcément d'époque, voilà, comme c'est écrit dans le bouquin, mais ça peut être génial. Ouais. J'aurais vraiment hâte. Carrément. Voilà pour tout ça. Ça me donne envie de relire du Jules Verne d'ailleurs. C'est vraiment une lecture que tu as enfant en général. Ouais, grave. Mais elle est très très bien aussi adulte et il faut vraiment que je me remette à lire un peu plus de Jules Verne. Allez, c'est l'heure du gros sujet. Le qui gros est très sujet. lié évidemment à ton point box-office, Adrien. L'idée évidemment c'est de revenir un petit peu sur... En fait, Joker 2, c'est un énième échec commercial pour une suite d'un film à $1 milliard. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Joker 1, c'était quoi, 2019 ? Joker 1, c'était 2019, exactement. Et donc, des succès immenses commercial et critiques, pour le coup, versus une suite qui flop totalement. Et là, pour le coup, on peut vraiment parler de flop. Et c'est loin d'être le premier. Et c'est loin d'être le seul, dernièrement. Non, exactement, on rappelle, hein, voilà, pour ceux qui rejoignent l'émission en cours, mais c'est $200 millions de budget pour Joker 2. Il va jamais rentrer dans ses frais, ça va mettre Warner Bros dans la merde, etc. Donc c'est très compliqué. Comment on passe, voilà, comme tu l'as dit, comment on passe d'un succès planétaire à $1 milliard, un peu plus, à un four total. Est-ce que ça s'explique par le public qui n'y trouve pas son compte? Est-ce que le temps a passé? Il s'est écoulé 5 ans. Est-ce que la hype est passée, etc. Est-ce qu'il fallait faire une suite? Est-ce que le film ne suffisait pas à lui-même, etc., etc. Il y a aussi le côté, pour Joker 2, on parlera des autres films après, mais Joker 2 a été vendu comme une comédie musicale. Ouais. Ils l'ont dit, est-ce qu'ils l'ont assez dit? Est-ce qu'ils l'ont assez rabâché? Est-ce que les gens étaient prêts à aller voir une comédie musicale Joker? Les gens sont prêts à aller voir des comédies musicales, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'ils voulaient une comédie musicale pour la suite de Joker? Peut-être pas, etc. Et surtout, bon, moi je pense que la vraie réponse pour Joker 2, c'est le bouche à oreille. C'est clairement, les gens n'ont pas aimé ce film, l'ont dit autour d'eux, et ça n'arrête pas en fait de circuler, et en fait, il n'y a vraiment pas ce truc de « je vais me faire mon propre avis ». Là, apparemment, tous les gens de confiance qu'on a autour de nous disent que c'est pas bon. Même, et ce qui est encore plus frappant, en fait, et c'est ça qui explique peut-être le manque de succès d'une suite, pas que Joker, c'est quand des gens ont adoré un premier épisode et qui te disent en allant voir le 2 qu'il est nul, c'est qu'il y a un vrai souci et que tu peux peut-être leur faire confiance. Mais... En fait, il y a un truc évidemment, je pense que il y a plusieurs facteurs autour de Joker 2. Joker 1 déjà sorti en 2019, donc au final il n'y a pas vraiment de c'était il y a trop longtemps pour qu'on l'oublie et qu'on n'ait plus envie de le voir. Je pense que les gens d'une manière générale avaient envie d'aller voir Joker 2. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les premiers chiffres au box-office. En revanche, et c'est là où je pense que tu dis vrai sur l'histoire du bouche à oreille, quand t'as une chute aussi élevée de première à deuxième semaine, c'est qu'il se passe quelque chose sur le bouche à oreille, et que justement, là on n'est plus sur du bouche à oreille positif, mais du bouche à oreille négatif. Tu rajoutes à ça évidemment les critiques qui n'ont pas forcément trop compris le principe de ce Joker 2, et du coup là on est sur un décalage absolument immense entre les attentes et ce qu'on reçoit. Il y a évidemment une problématique qui est de... Quand tu fais une suite d'un film qui a énormément marché, et moi ma théorie aussi c'est que Joker 1 c'est un succès surprise, parce que ce film-là il a pas un budget incroyable, et il se trouve qu'il a eu une run
magnifique en termes de marketing, en termes de bouche à oreille à l'époque en 2019. Rappelez-vous quand même que le lancement de Joker, c'est des salutations immenses au moment à Venise, du Festival de Venise, merci. Ouais, à la Mostra. Et là, du coup, la carrière du film était lancée. C'est un film qui, rappelez-vous, a concouru pour les Oscars. C'est rare quand même pour ce genre de film-là. Et donc forcément, ça pose question. Est-ce que ce film-là, il est pas sorti juste au bon moment, avec une proposition qui était autre et qui a bien plu à un moment qui fait que ça a bien marché à ce moment-là. En France, il est sorti au moment des Gilets jaunes. Donc, je peux te dire que ça m'a parlé. Révolution, pote. Non, mais tu vois, et quelque part, est-ce que 5 ans plus tard, tu refais le même film, t'as la même réponse, je sais pas. Et surtout, quand tu fais un film aussi différent du premier, est-ce que tu peux vraiment te permettre de faire un film comme celui-ci, qui soit bien ou qui soit pas bien, voilà, peu importe. Non. Mais, je suis entièrement d'accord avec toi, mais par contre, je pense juste que le film, s'il sortait aujourd'hui, marcherait peut-être pas autant, mais il marcherait extrêmement bien. C'est possible, ouais. C'est quasiment sûr. C'est possible. Parce que déjà, il s'inspire de grands films de Scorsese, donc à savoir La Valse des Pantins. En gros, énorme partie donc qui s'appelle en français en anglais The King of Comedy, et La Valse des Pantins en français, et évidemment énormément de Taxi Driver. Donc voilà, il y a énormément d'inspiration du côté de Scorsese. C'était un peu inédit. Si aujourd'hui on nous sortait ça pour la première fois, on ferait il y a un style, c'est cool, Joaquin Phoenix en Joker, ça rend bien, voilà. On n'était pas habitué à tout ça, il y avait vraiment tout un esthétisme et une narration qui était plutôt cool et qui fonctionnait bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi je suis pas fan du tout du premier, mais je trouve qu'il est très ok, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose, il y a une patte, quoi. Le deuxième, et c'est là où je te rejoins de ouf, c'est une proposition beaucoup trop radicale, je pense, par rapport au premier. Et en fait, je pense qu'ils ont mal communiqué sur le côté comédie musicale. Je pense que les gens n'étaient pas au courant. Je pense que les gens pensaient que ça allait être vraiment la suite du Brûlot, en fait, qui avait été une sorte de... tu vois, qui avait mis en place Todd Phillips. Le film se déroule que dans trois espaces, quoi. Enfin, c'est vraiment 3 décors, c'est ouf. Todd Phillips a vraiment détruit en fait l'image qu'il avait du Joker, qu'il avait mis en place exprès. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le film est sorti en 2019. Entre-temps, il y a eu le run de Trump, en fait. C'est ça aussi, quoi. Tu parlais de run de cinéma, mais il y a aussi Trump qui est arrivé. Trump, alors, est fait 2016-2020, mais je veux dire, en 2020, il s'est passé quelque chose de très important, à savoir la prise du Capitole. Et la prise du Capitole, nous, en France, on a vu ça de loin. Mais pour les États-Unis, ça les a vraiment... complètement marqué, en fait. C'était un truc très très fort. C'est comme si nous, des gens rentraient à l'Assemblée et pétaient tout, quoi. C'est un des trucs d'ailleurs dont ils parlent le plus en ce moment, pendant la campagne 2024 aux États-Unis. Ils parlent tout le temps de ce truc-là. C'est normal. Si on relie ça à la pop culture, il y a un arc entier de plein d'épisodes dans The Morning Show, qui est une excellente série. Regardez The Morning Show sur Apple TV. Et super intéressant sur justement la prise du Capitole. Et je trouve ça assez pertinent d'en parler. Mais si je reviens au sujet du Joker 2 déconstruit son personnage. Et en fait, en déconstruisant son personnage, évidemment, les gens, ils s'y retrouvent plus non plus, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le truc, quoi. Ils font, c'est pas le Joker que j'avais vu dans le premier, quoi. Et Todd Phillips a peut-être fait un acte punk, politique, en disant, finalement, le Joker 1, c'est pas le Joker que vous pensez, etc. Et un peu comme Matrix 4, je le rappelle, comme je l'avais fait il y a 2 semaines, en disant... Matrix n'est pas forcément le Matrix que vous avez connu, donc je vais un peu tout déconstruire, etc., etc. Il faut bien dire aussi que Joker 1, il y a eu une récupération politique du personnage et du film à l'époque qui a beaucoup déplu à Todd Phillips, et c'est aussi peut-être pour ça que Joker Folia 2 est ce qu'il est. Mais juste pour parler pas spécialement de ce côté politique-là, je pense qu'il y a une erreur fondamentale dans le marketing de ce film, c'est que si vous regardez les bandes annonces de ce film, vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'une comédie musicale. Ah non, ils le mettent pas du tout. Ça n'est pas un sujet dans les bandes annonces et dans le marketing de ce film. Or, je pense que c'est un des genres les plus clivants du cinéma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on apprécie ou pas. Moi, j'adore les comédies musicales, mais je sais très bien que ça, c'est le genre que les gens aiment le plus détester.
C'est vrai, ça me fait toujours marrer. Ouais. Genre, on donne vraiment pas sa chance au Non, mais produit. c'est vrai, vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment un des trucs dont t'entendras tout le temps parler les cinéphiles ou les pas cinéphiles qui te diront, moi, je ne peux pas regarder une comédie musicale. Et j'avais eu ça, il y a pas, c'est pas si récent, mais pour West Side Story de Spielberg. Ouais. Bah, on aime ou pas le remake, moi j'aime énormément ce qu'il a fait avec le remake de West Side Story, même si l'original est au-dessus de tout. Bien sûr. Mais il y avait plein de gens qui disaient, j'ai pas spécialement envie de le voir parce que The comédie musicale et tout, c'est plus Spielberg qui s'y a foutre là-dedans et tout. En fait, vous avez raté un énorme film, en fait. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un grand film, West Side Story version Spielberg, quoi. Mais bref. Anthony qui nous dit dans le chat, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas ça, mais je juge pas du tout les gens qui n'aiment pas ça, et je comprends. Parce que, évidemment, c'est très spécifique. Mais donc, du coup, faire une suite d'un film à $1 milliard avec un budget de 200 millions de dollars sur une suite qui est une comédie musicale et qui ne dit pas son nom. Alors, c'est intéressant, parce que dans le chat, Franck dit, si le public avait su que Wonka était une comédie musicale, par exemple, il aurait fait beaucoup moins d'entrées. Peut-être. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre ce paradoxe sur Wonka qui a fait un carton et pourtant, monstrueux. C'est le même diffuseur. Et moi, je ne savais même pas que c'était une comédie musicale, et pourtant, on est assez renseigné, quoi. Et c'est Warner, exactement. Et tu dis, attends, les gars, vous avez même pas dit une seule fois que ça allait être une comédie musicale, et ça n'a pas empêché le film de marcher. Peut-être que c'est pas la même cible. C'est-à-dire que Wonka, c'est une cible beaucoup plus familiale, c'est une cible... Non mais c'est vrai, c'est sûr. Bien sûr. Et il n'y avait pas eu de précédent. Alors si, évidemment, il y avait eu la Charlie et la chocolaterie 1 et 2 dans l'idée, celui de Tim Burton et celui d'avant avec... Merde, j'ai perdu, c'est ouf de perdre ça. Bref, mais vous l'avez. Et... non, Johnny Depp, oui, mais avant, dans les années 70, 70. Ah oui. Ouais. Et bref, et tout ça pour dire que, bon... C'est un paradoxe quand même que ça fonctionne, mais c'est sûrement parce que c'est pas la même cible et parce que c'est pas une suite directe. Et oui, il y a ça évidemment, et puis quelque part, enfin je sais pas, tu le vois danser Timothée Chalamet dans les bandes annonces, tu sens un peu le truc, tu vois, il y a... On sait qu'il est très extravagant comme personnage de base, alors que Joker c'est l'inverse. C'est ça. Joker dans le 1, il fait une danse dans les chiottes vite fait comme ça, et puis c'est tout quoi. Il danse dans la rue, et puis c'est tout, tu vois. Bref. Oui. Mais bon, effectivement, il y a l'article dit, Todd Phillips a ensorcelé les producteurs pour que ça passe, parce qu'ils auraient jamais dû greenlighter un tel budget. Je pense que ultimement, ce qui s'est passé, c'est que il avait fait un film à $1 milliard. Qu'est-ce que tu veux faire, enfin qu'est-ce que tu veux dire en tant que producteur à un réalisateur qui vient de faire $1 milliard, tu le traites comme James Cameron, tu vois. Tu lui dis vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon ça va marcher. Bah non. Attends, $1 milliard avec un budget extrêmement faible. C'était que 85 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, enfin moins de 100 millions, tu fais, évidemment que tu lui donnes, tu lui ouvres toutes les portes. Enfin, bien sûr. Il fait ce qu'il veut, quoi. Et il a fait la trilogie Very Bad Trip avant aussi. Chez Warner. Et le mec te dit... Quand t'as fait Very Bad Trip avant, c'est pas mal aussi. Le mec te dit, je veux faire une comédie musicale d'une suite d'un film à $1 milliard avec Lady Gaga qui va faire des chansons exprès. Tu dis, oui, mais non. Oui. Mais non. En fait, il y a des moments où il faut prendre peut-être un peu de recul sur la situation. Il y a aussi le fait qu'on va le rappeler quand même, avant que tu y ailles. Ce film n'a pas été testé auprès des publics tests. Et ça, c'est quand même un signe annonciateur. Ouais, tu vois, c'est que, en fait, de toute façon, ça va marcher. Peut-être pas, en fait. Non, bien sûr. Par contre, on peut pas leur reprocher, ça c'est un truc, tu le sais, la prise de risque. C'est vrai qu'on le dit suffisamment souvent que Hollywood ne prend pas assez de risques pour saluer l'effort. Là, on n'a même pas jugé le film. Hein. Moi, je ne juge pas le film. Moi, on juge pour le coup le produit marketing. Le produit marketing et le succès au box-office, en fait. Ce qui fait que pourquoi il y a... En fait, c'est vraiment le sujet du jour, c'est ça. C'est pourquoi un carton, donc Joker 2 et d'autres films dont on va parler, font des suites qui chutent comme jamais au box-office, quoi. Et c'est très intéressant de se demander pourquoi. Alors, on va en parler des autres films. Assez récemment, on a eu The Marvels en 2023. The Marvels qui était quand même la suite d'un énorme carton au box-office. C'était Captain Marvel en 2019 qui avait fait $1,1 milliard au box-office avec 160 millions de budget. The Marvels, 4 ans plus tard, avec 220 millions de budget, donc quasi le pas quasi le double, mais voilà, un peu moins de 100 millions de plus, nous fait que 206 millions de box-office. Il y a une chute de 800, même de 900 millions de dollars
Il y a une différence de 900 millions de dollars au box-office entre le 1 et le 2. Il récupère pas son budget non plus. Hein. Ok, d'une, il récupère pas son budget. C'est juste fou. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie du 1 En fait, il s'est passé Endgame déjà. Oui. Parce que les gens attendaient, en fait, à chaque fois manger leur petit snack avant la fin de la saga de l'infini. Donc, Captain Marvel s'intercalait là. Le cinéma, tout se portait encore très très bien au cinéma aussi en 2019. Un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le Covid. Ah bah, je bien pense sûr. que ça joue aussi énormément. En 2019, rappelez-vous, avant, on allait au cinéma et sans masque. Bref, mais voilà, c'était aussi quelque chose. Et je pense aussi que en 2023, Marvel avait aussi changé vachement de choses au niveau de sa prod, avait sorti toutes les séries ultra relou dont on n'a pas arrêté de parler dans l'émission en disant que c'était trop, il gavait la bête Disney+, il fallait arrêter tout ça. Depuis Endgame, ils ont pas su se renouveler même au niveau des films, ça a été très compliqué, à part les Gardiens 3. Il n'y a rien de notable. Voilà. Et donc, en fait, forcément, les gens se sont lassés. Il y a eu un ennui qui s'est créé chez le public, donc la super-héros fatigue. Et je pense que ça vient de là. Je sais pas, là, je juge le produit, quoi, mais je pense que ça vient de là. Le film en lui-même mérite pas son... Non. Le film est ok, il est... Oui. Il est complètement bourré de défauts, mais... Le film n'est pas incroyable. On est bien d'accord. Je l'en verrai jamais, je pense. Mais il est okay, quoi. Tu vois, en fait, moi, ce qui me dépasse, c'est plutôt que Captain Marvel 1 fasse plus d'1 milliard. C'est lunaire. Mais lunaire. tu vois, ça, c'est plus ça qui me dépasse. Moi, je pense que bon, c'est un film, c'est un film qui devrait rentrer dans ses frais pour autant. Oui. The Marvels, c'est un film, tu vois, qui normalement, dans un moment normal, si tu veux, devrait faire son 400-500 millions de dollars, tu vois. Là, il y a eu un truc de... Tout le monde a décidé que ce film, c'était nul à chier. Et que c'était pas la peine d'y aller, tu vois. Et je pense aussi, t'as parlé du Covid, évidemment, on peut parler aussi de l'inflation. On n'est plus du tout dans un mood où on va voir tous les films qui passent, et encore moins tous les Marvel qui passent. Ça, c'est fini. Et donc, il y a aussi ça qu'on apprend avec ces moments-là, et ces films-là et ces échecs-là, parce que The Marvel, c'est loin d'être le seul échec Marvel ces derniers temps. On en a suffisamment parlé dans ce podcast. Cependant, c'est le plus cuisant, en l'occurrence. Clairement. Mais ce qui se passe, c'est que, et c'est un truc dont tu as un tout petit peu parlé au début de ce sujet, c'est qu'il y a, fondamentalement, tu as aussi besoin qu'une suite soit justifiée par rapport au film original. Oui, tu vois, c'est pas comme si on te disait on adapte une trilogie. Évidemment que tu vas voir le 2, tu vas aller voir le 3. Là, c'est pas la même chose. On te dit ce film a cartonné, donc je fais une suite. Est-ce que c'est nécessaire ? Je m'en bats les couilles. Vous allez payer. Tu vois, vous allez aller le voir parce que ça a cartonné. Bah, la réalité, c'est que non. Non. La réalité, c'est que si cette suite, elle est pas justifiée et t'as pas envie d'aller la voir, t'iras pas la voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Joker 2, parce que les gens en fait se sont rendus compte que c'était pas le produit qu'ils attendaient, et The Marvels se sont rendus compte qu'en fait Captain Marvel c'était sympathique, mais une deuxième aventure de Captain Marvel, c'était peut-être pas la peine. Quoi. Non, c'était vraiment pas du tout. Nécessaire de faire un The Marvel, on aurait pu s'en passer. Mais il y a des exemples dans tous les sens de suites non justifiées. Je retiens ce que tu dis, parce qu'il y a suite non justifiée, et il y a aussi le goût pour du public qui change aussi. Bien sûr. Pour le cinéma, et c'est un peu le cas avec Alice à travers le miroir, qui était sorti en 2016, donc film de Tim Burton, qui avait fait un très joli carton aussi, qui avait pris son milliard au box-office avec un budget de 200 millions. Le premier sorti en 2010, ouais. Et en 2010, voilà. En deuxième et en 2016, voilà. Excuse-moi, non, je me suis trompé dans les noms. C'est Alice au Pays des Merveilles en 2010, donc qui a fait le milliard de dollars au box-office avec un budget de 200 millions. Et en 2016, on a Alice à travers le miroir qui, lui, ne fait que 300 millions au box-office avec un budget de 170 millions. Donc énorme four aussi. Ouais. Mais entre les deux, il y a 6 ans qui sont écoulés. Entre 2010 et 2016. Évidemment, le goût des gens a peut-être évolué, peut-être qu'ils ont vu d'autres choses au cinéma, peut-être qu'ils ont voulu aussi passer sur une autre histoire, peut-être que c'était pas nécessaire de faire deux films du même style, parce qu'en fait, moi, j'arrive vraiment pas à les différencier en plus. Vraiment, le même style graphique, tu vois, pour les deux. Ça a été une tannée en plus chez Tim Burton avec Disney, donc on sent que c'est compliqué, etc. quoi. Donc en fait, il y a une redondance
on sent que des fois c'est très redondant. Il y a un truc où le momentum il est plus là. Il y a vraiment, on sent que les spectateurs sont lassés en fait de ça quoi. Et je le dis tout le temps, faut pas prendre les spectateurs pour des cons, et ils sont beaucoup moins cons qu'on peut croire. Et un peu de fraîcheur, ça fait toujours du bien. Alors évidemment, c'est compliqué quand on veut faire des suites. Quand on a quelque chose qui a très bien fonctionné. Et je te pose la question justement, imagine toi, t'es producteur, tu as un carton dans les mains, il y a un de tes réals qui vient de sortir un truc à $1 milliard, et potentiellement, soit t'as la possibilité d'en faire une suite grâce à des bouquins à adapter, grâce peut-être à un autre médium, etc. Soit tu peux même y aller en mode on va embaucher des scénaristes pour nous faire une suite de zéro. Est-ce que comment tu le joues en fait ce truc-là quoi? C'est compliqué aussi à la place d'un. En fait, pour être très honnête et pour me faire l'avocat du diable, je pense que toutes ces suites-là, en tant que producteur, je les mettrais en marche, tu vois. Parce que c'est logique. Je veux dire, tu peux pas laisser un film faire $1 milliard et te dire ouais, c'était bien. Tu vois, genre, ça suffit. Non, évidemment que dans le monde dans lequel on vit et dans le Hollywood qu'on connaît à l'heure actuelle, ils vont lancer des suites. D'ailleurs, à l'époque du carton de Joker, personne n'était dupe à l'époque de ah tiens, c'est marrant, Todd Phillips va voir les grands pontes de Warner. Évidemment. Évidemment qu'il va aller chercher son chèque, évidemment qu'il va aller développer une suite, alors que justement il disait un petit peu avant sur les tapis rouges qu'il avait fait son film et que c'était très bien pour lui et que machin, tu vois. Non, évidemment qu'il va aller le faire cette suite. Je pense qu'il y a des suites qui sont faites pour les mauvaises raisons, et là typiquement ce film-là il a été fait pour les mauvaises raisons, même si artistiquement il a certainement des valeurs, tu vois, c'est pas du tout antinomique. Le truc, tu vois, c'est que voilà, Franck nous dit, est-ce qu'on va avoir un Oppenheimer 2 ? Bah, tu vois, non mais typiquement... Ou un Titanic 2, on n'a pas eu de Titanic 2 à l'époque. Tu vois, mais c'est typique de ce genre de truc où parfois il y a des moments où tu te dis, mais cette suite, elle devrait pas exister. Barbie 2, on va l'avoir. Barbie 2, c'est évident qu'on l'aura. Mais tu vois, c'est... Barbie 2, par contre. Mais pour me faire l'avocat du diable, évidemment, qu'en tant que producteur, je le ferai. Après, est-ce qu'on peut pas faire les choses différemment ? Tu vois, genre, tu dis, ok, Todd Phillips, t'as fait un truc incroyable avec Joker, est-ce qu'il y a un autre personnage chez DC que t'as envie de traiter de cette manière-là ? Et là, le mec te dit, ouais, j'ai envie de traiter tel autre truc, tu dis, ok. Mais je pense que ça sert à rien de forcer les créatifs à faire des trucs qu'ils ont pas forcément envie de faire, tu vois. Ou mettre un autre réal. Oui. Par exemple. Un autre réal, ça peut être ça, mais après tu changes pas l'équipe qui gagne en général, tu gardes la même équipe. C'est ça, je pense qu'en fait, mais on le dit toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines maintenant, Hollywood a besoin de se rassurer. Ouais. Et qu'est-ce qui est plus rassurant qu'un film qui vient de faire $1 milliard ? Pas grand chose. $2 milliards. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment, c'est pas grand chose d'autre, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où, au final, les gens sont intéressés parce que, c'est plus d'argent. Ils sont intéressés parce que c'est plus de cachet, c'est plus de budget aussi, et potentiellement faire des choses qui, au final, peut-être, vu qu'il y a moins de restrictions et moins de contraintes, on se retrouve avec des choses qui sont peut-être pas moins intéressantes, mais qui ne correspondent plus à une demande. Je suis entièrement d'accord, et ça rejoint un petit peu ce que dit Lactic dans le chat. Est-ce que les budgets plus contraints ne génèrent pas plus de créativité ? Moi, je suis partisan de ça. Enfin, je pense vraiment que c'est ça. Moi. Je pense que tu es beaucoup plus malin avec tes mains quand tu as moins de fric, et qu'en tout cas, tu as beaucoup de deadlines, de choses qui t'empêchent en fait d'être tout le temps, quand t'as pas les coups des franches. Et je suis persuadé que c'est plus évidemment difficile. Mais en même temps, ça te force à faire des coupes, ça te force à avancer vite, ça te force à faire des choix, ça te force, voilà, et c'est plus simple, je pense. C'est plus créatif. On va conclure sur le sujet, parce que voilà, il y a plein de films qu'on aurait pu citer, hein. Évidemment, il y a du Speed 2, il y a la suite des Matrix, à notre échelle, il y a quand même les Retours vers le futur, hein. Le 1, il est indépassable, même si j'adore les 2 autres, mais ça, il y a plein de films comme ça. Et pour moi, en fait, la vraie conclusion à ça, c'est que les spectateurs, et c'est impossible en vrai, veulent la même chose, mais différemment, renouvelée. Ça marche pour les jeux vidéo, ça marche pour un bouquin, ça marche pour tout, et c'est toujours ça. Et moi le premier, toi le premier, je le sais, on veut toujours ce qu'on a aimé. En fait, tu veux retrouver l'essence du film d'origine, typiquement, avec de la nouveauté, quoi. Ils auraient fait Joker 2, ça aurait été Joker 1,5, on aurait râlé. On aurait râlé, bien sûr.
Non, mais tu vois, il y a pas de bonne solution. Non. Au final. Non, mais vraiment. Hein. Oui, non, mais c'est... Bah... Oui, non, parce que tu vois, prends un exemple on parlait de Nolan tout à l'heure et de cette trilogie, tu prends The Dark Knight, pour moi, il a pas du tout refait Batman Begins, hein, au contraire. C'est quand même le même carcan. Non, mais attends. T'es quand même sur les mêmes bases. Ouais, t'es sur les mêmes bases, mais alors par contre, oui, bien sûr, il a été assez malin, mais je veux dire, il change quand même radicalement le ton. De son héros, des persos, etc. Je trouve que Batman Begins, il est très comics friendly, tu vois, dans le sens où c'est très mignonnet, quoi. Enfin, même si les comics Batman sont très dark, hein, mais je parle dans le sens comics un peu sympa, light, un peu cool, quoi. The Dark Knight, il est dur, hein, quand même, il y a des trucs, je sais pas, je trouve... bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, il réinvente pas la roue, Dark Knight. Non, mais je trouve que, par exemple, à chaque suite, il s'est différencié. Oui. Ça a été ça son truc. Mais d'un côté, je trouve que c'est peut-être ça qui est intéressant. Tu vois, Rises est moins différent de Dark Knight que Dark Knight ne l'est de Begins, pour le coup. Exactement, ce qui est un problème, je pense. Parce que l'histoire racontée dans Rises méritait un truc un peu plus débilos, je pense. Peut-être. Un format, un écran un peu plus fou, en fait, et moins sérieux que l'est The Dark Knight, qui était parfait pour l'histoire qu'il racontait. Je trouve que Rises, on parle quand même d'une ville qui est complètement isolé du monde, pété, tous les ponts sont pétés, et en fait c'est en mode c'est très sérieux et tout, c'est très ça. Attendez les gars, il vient de péter un stade entier, les ponts sont pétés, enfin, c'est ridicule. Je suis assez d'accord avec ce que dit Franck là dans le chat. Batman Begins, ça fait beaucoup plus film de studio que The Dark Knight. Ah, clairement, mais parce que vachement plus filmé en intérieur aussi. The Dark Knight était filmé à Chicago à mort et non, bah oui, obligé de le filmer à l'extérieur. C'était cool. Bon, bref, on parle pas, c'est pas un sujet sur The Dark Knight, mais une fois pour dire que les suites c'est très compliqué et je pense évidemment et tout le temps aussi qu'il n'y a pas de solution miracle et que en fait c'est vraiment à l'appréciation du public à chaque fois, quoi, parce que t'as totalement raison en disant que si t'étais un prod, tu lancerais la machine. Bien sûr, quoi. Évidemment. Donc l'argent appelle l'argent tout le temps, quoi. Exactement. Donc non, c'est ça. En fait, le problème, c'est que tu peux pas faire une suite copie carbone parce que ça va être critiqué. Tu peux pas faire une suite trop différente parce que ça va être critiqué aussi. Donc vraiment, on est pas bien, quoi. Enfin, c'est difficile. Et puis c'est vrai que c'est compliqué de trouver une suite. En dessin animé, c'est différent. On en a pas parlé, mais en film d'animation, je trouve que c'est différent parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil et tu peux attendre des années et c'est en fait tu auras toujours une nouveauté plus ou moins. Je prends l'exemple des Indestructibles. Les Indestructibles 2 est super et surtout je prends l'exemple de Toy Story 3 qui est quand même le meilleur des Toy Story. Il s'en a écoulé des années entre le premier et le troisième, quoi. Et le gros avantage, c'est que la cible de l'enfant, elle se renouvelle systématiquement. Donc peu importe avec quel Toy Story tu commences, en réalité, tous les gamins de 5 ans sont capables d'aimer le Toy Story 1 ou le Toy Story 2 ou le Toy Story 3 à leur âge. Et du coup, quelque part, c'est presque plus facile pour les films d'animation. C'est vrai. Mais je parle aussi du côté de se renouveler. Oui. Parce que nous, on l'a grandi avec, tu vois. Et on les a vus les premiers, deuxièmes, etc. Et arrive le troisième et tu fais... Ok. Ah ouais, vous mettez la barre vachement haut, les gars, là, quand même. Vous allez bien me faire chialer. Bref. Non, mais voilà. Ça, c'est malin. Et les films d'animation, je trouve, ont moins de mal là-dessus. Carrément. Peut-être en reparler un de ces quatre. Je suis assez d'accord avec ça. Bah écoutez, on va vous laisser sur ce sujet-là, nous laisser bien sûr vos commentaires. Comment vous expliquez tous ces échecs-là récents de films à $1 milliard qui font des flops absolus. Est-ce que vous avez des avis là-dessus? Est-ce que vous êtes allés les voir ces suites ou pas? On attend bien sûr vos commentaires sur YouTube et là où tout c'est possible, bien entendu. Vous pouvez donner des commentaires sur Spotify aussi, n'hésitez pas. Let's go. Ça peut nous intéresser. Les petites étoiles, évidemment. Bah oui, sur les podcasts, c'est très important. Allez, moi je vous fais mon radar des sorties, et étonnamment, il y a beaucoup plus de sorties salles sur ces 2 prochaines semaines que de sorties streaming que je vous ai relevées. Donc je vais commencer par un film d'animation justement, qui s'appelle Transformers Le Commencement, qui sort le 23 octobre. Film d'animation. Cette grande aventure familiale se déroule entièrement sur la planète Cybertron, accompagnée de la pugnace Elita et du drôlissime Bumblebee. Optimus Prime va devoir faire face à son ancien ami Megatron. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais voilà, film d'animation Transformers, pourquoi pas? Apparemment il est pas mal, hein. Apparemment il est pas mal. Chris Hemsworth à la VO, Keegan Michael Key aussi, ça me fait marrer. J'ai revu le premier Transformers il y a pas longtemps.
Ah ouais. Michael Bay est cool en fait, il fait vraiment des trucs. C'est Michael pas Bay. du front de ouf, Ah bah oui. c'est Beaufland, mais qu'est-ce que c'est drôle quoi. Moi c'est avec Shia LaBeouf là. Ouais, et qui donne tout hein. Oui. Oh, il était clairement sous je sais pas quoi, mais il est très énervé. Dans il surjoue de fou, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah là, c'est incroyable quoi. Ouais. Je vous propose le remake de The Killer qui sort le 23 octobre, un film de John Woo avec Sam Worthington, Nathalie Emmanuel et Omar Sy. Alors c'est marrant parce que c'est John Woo lui-même qui remake John Woo. Pourquoi pas écoutez, pourquoi pas. Le pitch, c'est lors de l'exécution de son dernier contrat, un tueur à gages provoque la cécité d'une jeune chanteuse. Pour trouver l'argent nécessaire à l'opération de la jeune femme, il accepte un nouveau contrat. Ça, c'est The Killer. En film français, je vous propose Monsieur Aznavour, qui sort le 23 octobre également. Un film de Mehdi Idien et de Grand Corps Malade, avec Tahar Rahim dans le rôle de Charles Aznavour. Et donc, c'est un biopic sur le chanteur du même nom. Grand Charles. Et toujours le 23 octobre, vous avez Juré numéro 2. Il se trouve que c'est le prochain film de Clint Eastwood avec Nicholas Hoult et Toni Collette. Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. Je précise, il n'est pas forcément à l'origine. En tout cas, moi, je te lis ils mettent ça okay. Le synopsis officiel. Dans la bande-annonce, et je trouve ça cool, on ne sait pas si c'est lui ou pas. Parce que lui, en fait, il croit qu'il a percuté une biche ou un truc, en fait, il ne sait pas. Et on ne sait pas dans la bande-annonce, quoi. Mais le concept est super. Le concept d'être juré potentiellement d'un meurtre qu'on a commis, je trouve ça incroyable, quoi. Alors, c'est du Clint Eastwood. Donc moi, honnêtement, je suis curieux. Je précise que Clint Eastwood a 94 ans. Non, mais moi, honnêtement, c'est fou parce que chaque nouveau film de Clint Eastwood, et pourtant il en sort très régulièrement, et potentiellement son dernier, et ça me... Celui-là, je mets une pièce, je pense que c'est la non, on va pas parier là-dessus, Adrien, s'il vous plaît, c'est la deathlist. Et ouais, non, c'est... Armel, le commentaire d'Armel. Armel qui dit je veux pas être désobligeante, mais il est pas encore mort. Clint, il a quel âge maintenant? 94. Voilà. Aïe. Et Franck qui dit chaque nouveau film le rapproche de son dernier. C'est pas bête, c'est bien vu. C'est forcément vrai. Alors, je me suis trompé, hein. C'est le 30 octobre que ça sort, Juré numéro 2. Et pas le 23. Allez, toujours le 30 octobre, Venom The Last Dance. Alors, petit souvenir ému évidemment de ce moment où on a regardé tous les deux Venom 2 et qu'on est sorti du cinéma et qu'on est allé voir, on est allé manger un McDo et on s'est dit putain, qu'est-ce qu'on vient de voir. Horrible. Et quelque part, Venom The Last Dance, est-ce que j'ai pas envie de perpétuer ce moment? Peut-être pas. Mais bref, c'est un film de Kelly Marcel avec Tom Hardy, évidemment, dans le retour, le rôle d'Eddie Brock et de Venom, qui sont tous les deux en cavale. We are Venom. Chacun est traqué par ses semblables, et alors que l'étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion des aventures du duo. Ça sent pas le succès de Venom. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, et très honnêtement, j'ai très hâte de tes prochains points box-office pour savoir si ce troisième-là ça va être une folie, mec. Va être encore... Ça va être une folie. Mais même moi, je dirais le 3 me chauffe un peu, quand même. Bah, moi, j'ai vu qu'il y avait Null dedans. Bah ouais, il y a Null. C'est un personnage que je joue beaucoup dans Marvel Snap. Donc, quelque part... Pourquoi pas C'est Norman Reedus qui a fait... Je suis nul. Au secours. Avec une arbalète, bien sûr. Je t'ai vu faire le signe. Je fais OK. Norman Reedus dans son arbalète. Il a toujours la même coupe dans tous les films. Faut pas déconner. Putain, on a des gens qui aiment bien Venom dans le chat. Je ne comprends pas. C'est pas possible, quoi. Ok. Oui, le truc avec le cheval symbiote, bah ouais, ça je trouve ça cool par contre. Ça je suis entièrement d'accord. Mais pourquoi pas? Un cheval symbiote, ça me fait marrer. Venom The Last Dance, du coup Venom 3, ça sort le 30 octobre. Film d'animation, je vous propose Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Un film d'animation où un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau, où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux, mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Mon frère m'a dit que c'était très bien. Moi, j'ai juste regardé les images et je me suis dit, c'est quoi ce film? J'ai envie de le voir. Ouais, ça a l'air très bien. Ça sort le 30 octobre. Film d'animation, c'est pile pour les vacances de la Toussaint. J'ai très envie de voir ça.
Entre ça et le robot sauvage, il y a du... Grave, il y a du très beau monde en ce moment en film d'animation. Ouais. Dont on me dit beaucoup de bien d'ailleurs, le robot sauvage. Ouais, dernière sortie cinéma, et c'est une ressortie. Je vous avais dit qu'on reparlerait d'Edgar Wright tout à l'heure. Shaun of the Dead fête ses 20 ans avec une ressortie le 30 octobre au cinéma. J'ai mal. La comédie de zombies, évidemment, d'Edgar Wright avec Simon Pegg et Nick Frost revient donc au cinéma 20 ans après. Et écoutez, est-ce qu'on n'a pas envie de revoir ça dans une salle de cinéma? Mais moi je vais y aller, je pense. Voilà. Je vais me le refaire. J'adore Shaun of the Dead. J'étais allé voir au cinéma. Bizarrement, il n'y avait pas grand monde à l'époque. Parce que de toute façon, c'était pas du tout hypé, quoi. Mais je vous raconte ma vie, hein. Mais c'est vrai que j'étais en colo en Angleterre en 2005. Trop stylé. Et je vois l'affiche de Shaun of the Dead qui sortait avant les films. Maintenant, c'est un peu plus resserré les sorties de films à l'international. Mais avant, ça sortait vachement en avance au cinéma en Angleterre, aux États-Unis. Ouais. Je vois cette affiche, je fais un film de zombies et tout, trop bien, quoi. Et je me renseigne un petit peu sur le truc, je vois la bande-annonce et je fais c'est trop cool, c'est trop cool. Il sort quelques mois plus tard en France. Et je fais vas-y, let's go, je vais le voir avec un pote. Et j'ai pris une claque de ouf. Enfin, genre, je l'attendais vraiment comme je sais pas quoi. Shaun of the Dead, c'est vraiment excellent. Je suis devenu fan absolu, dès que je l'ai vu, quoi. Edgar Wright, etc., quoi. Très clairement. Donc, écoutez, si vous avez très envie de le revoir, c'est le 30 octobre dans les salles de cinéma en France. 20 ans, putain. 20 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas. Oh, la vache. Et je vous propose 2 sorties streaming sur la même thématique. Loup-garou sur Netflix le 23 octobre avec Franck Dubosc et Jean Reno. Après avoir découvert un mystérieux jeu de cartes, une famille se retrouve dans un village au Moyen-Âge et doit chaque nuit affronter de dangereux loups-garous. Voilà, donc ça c'est sur Netflix. Et sur Canal+, c'est d'ores et déjà disponible et anti-fusion. Loup-garou, un jeu de télé-réalité adapté des loups-garous de tierce-lieu sur Canal+. C'est maître du jeu, c'est Fari et Panayotis Pasco. Alors j'ai pas encore regardé. Apparemment, c'est bien. J'ai pas regardé, mais apparemment c'est bien. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que les joueurs, c'est des profils un peu intéressants, genre un ancien agent de la DGSE, un professeur de mathématiques, des gens comme ça, tu vois, qui potentiellement, tu sais, sont des loups-garous, mais tu le sais pas encore. Ouais. Et vraiment le font, tu sais, nuit après nuit, ils vivent tous dans le même village. Ça a l'air intéressant. Je vous en parlerai peut-être dans 2 semaines quand j'aurai regardé. Mais je crois que c'est encore en diff, donc je vais peut-être... Ouais, c'est une diffusion de 2 épisodes par semaine. Donc à l'heure actuelle, il y en a déjà 4 qui sont disponibles. Et donc la diffusion va continuer encore un petit moment. Donc c'est vraiment très rigolo que ces 2 productions-là sortent quasiment à 2 semaines d'intervalle, l'une sur Canal et l'autre sur Netflix. De ouf. Mais écoutez, pourquoi pas, hein. Après tout. Tant mieux pour les créateurs du loup-garou, je pense qu'ils sont très contents. C'est vrai, mais c'est vrai qu'en ce moment, le principe de jeu de rôle comme ça, où qui est le traître, machin, il y en a un, c'est traître sur M6, il y en a un sur TF1, où c'est un peu le même délire. Ça a l'air nul, les traîtres, là. Non, mais c'est délirant. C'est délirant. Vraiment, jouer à des vrais jeux de rôle par pitié. Oui, regardez pas ça à la télé, quoi. Bah, c'est bien, ça veut dire que les jeux c'est cool. Non, mais bientôt, on va avoir Donjons et Dragons sur W9, tu vas voir. Je pense que c'est sûr, même. Ça arrivera, bien sûr. C'est sûr et certain. Allez, écoute. D'ailleurs, je comprends pas qu'il y ait pas. Non, mais en vrai, je termine juste là-dessus, mais je comprends même pas pourquoi il n'y a pas d'émissions qui font du D&D à la télé ou du jeu de rôle. Il y en a sur Internet. Tout est sur YouTube. Donc, oui, d'accord, mais ça viendra. Ça viendra. Bah oui, je sais pas, il y a un créneau de ouf à prendre là. Ça viendra de fou, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Écoute, je te propose de commencer parce que tu as 3 recos à faire cette semaine. Tout à fait. Je commence par From, série dont on a parlé sur Discord avec les Poppies. Et From que j'ai sur ma liste depuis assez longtemps, que je vois passer de temps en temps, etc. Je vais vous raconter le pitch après. Et en fait, ce qui m'a convaincu de commencer à regarder la série, c'est un épisode du Floodcast qui date de la semaine dernière où Patrick Beau, lui-même dans ses recommandations, dit « En ce moment, je suis en train de regarder From, c'est vraiment très cool. » Et il l'a pitché de la meilleure façon possible en disant « C'est le mix parfait entre Lost et Stephen King. » non, mais d'accord. Je comprends, Adrien. 5 minutes après, j'appuyais sur ma télécommande et la série a été lancée. Ce qui est très drôle, c'est que d'un côté, il y a un truc, c'est très toi, Lost, et il y a un autre truc, c'est très moi, à savoir Stephen King. Donc, Stephen King, je dis Stephen. Vous m'avez eu, monsieur Beau. Ouais, non, mais Stephen King, je suis très, très, très fan aussi. Hein. Non, attention. Mais je peux plus Lost, mais Stephen King, attention. Et donc la série From, je vais essayer de pas trop en révéler. C'est une série d'horreur, c'est une série fantastique. Elle est portée par Harold Perrineau, qu'on retrouvait dans Lost, qui jouait Michael dans Lost. D'ailleurs, à un moment dans la série, c'est
énorme clin d'œil à Lost où il est en train de courir dans la forêt à la recherche d'un chien, ce qui est littéralement ce qu'il fait dans la saison 1 de Lost. Voilà, non, Walt, c'est son fils. Ouais. c'est Vincent dans c'est vrai. Et donc voilà, tu fais ok. Alors, avec un travelling, hein, comme dans Lost, avec une petite musique en mode bon bref. La série From, vous allez adorer, j'en suis sûr. C'est l'histoire d'une toute petite ville, vraiment imaginez une toute petite ville, village américain, perdu, on sait pas vraiment où il y a un diner, une station essence, une église, et puis quelques habitations, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus. Cette ville est entourée par une forêt, vraiment plein de bois, plein d'arbres et tout, on sait pas ce qu'il y a derrière, et il y a une route qui traverse la ville, quoi. Vraiment péta ou schnock, le truc le plus perdu. En plus il y a un aspect un peu 70s dans cette ville là, tu sens qu'elle est dans son jus, quoi. Et au début de l'épisode, du premier épisode, tu vois que les gens, Harold Perrineau, donc qui joue le shérif de la ville, sonne une cloche à la fin de la journée en disant aux gens de rentrer chez eux. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils se ferment tous, ils se barricadent tous, ils ferment les fenêtres, ils tirent les rideaux, etc. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose dehors, quoi. Et on comprend très vite qu'il y a peut-être des monstres à l'extérieur qui veulent rentrer, quoi. Oh boy. Et sauf qu'ils peuvent pas rentrer, c'est bizarre. Et d'un coup, on suit une gamine qui est dans sa chambre, qui est enfermée dans sa chambre, c'est la nuit, et on entend toquer à la porte, ça fait un ouvre-moi, c'est mamie, c'est grand-mère, et la petite elle fait ah bon, c'est mamie, c'est grand-mère, elle fait oui, non mais ouvre-moi, c'est sympa, parce qu'il fait froid à l'extérieur. Alors, on est d'accord que t'es en train de rien nous spoiler là? Non, je spoil rien, quoi. Et donc je vais pas dire plus, mais en gros, la nuit, il y a des monstres qui veulent rentrer et tuer les gens. Et la journée, il se passe rien. Mais eux, ils sont obligés de rentrer, voilà. Mais bon, ça, c'est qu'une partie du truc. C'est très cool. Ça, c'est qu'une partie du truc. Le truc, pourquoi ils sont là-dedans et pourquoi ils sont dans cette ville-là, parce que c'est des gens normaux, c'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont à l'autre bout de la ville et qu'ils prennent la route et qu'ils essaient de se barrer, en fait, ils reviennent toujours dans la ville. Ils peuvent pas sortir de la ville. Ah, donc, ouais, en fait, okay. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans je cette comprends ville-là, le pourquoi du Stephen King, du coup. Voilà. Sauf qu'il y a un élément perturbateur qui arrive dans le premier épisode avec quelqu'un des gens qui arrivent dans la ville, et après la série est partie, quoi. Mais j'ai envie de dire plein de trucs sur From. Oui, mais non. C'est vraiment gore. Ok. Vraiment. Est-ce que ça fait peur? Ouais, il y a des trucs que des fois je fais oh ok, c'est un peu voilà. Donc c'est vraiment, par contre il y a du sang, il y a de la violence, mais tu sais, vraiment de monstres et tout. Il y a de la castagne. J'ai juste envie de dire ce que c'est les monstres dehors parce qu'ils me font peur aussi. Non. Non. Ok. Non. Imaginez par contre, en fait c'est ça, imaginez un mix entre Lost, Stephen King, Je suis une légende, parce qu'il sait un peu ce qui se passe en fait, tu vois, quand il s'enferme chez lui, en fait, il peut pas sortir, sauf la journée. En fait, c'est vraiment Je suis une légende, quoi. Où la nuit, il y a des trucs qui viennent, tu vois. Ok. Et c'est aussi une série un peu de personnages. Alors, ça rien à voir avec Lost. Lost c'était extrêmement bien écrit. Et, faut pas déconner, hein, c'est pas aussi bon. Mais Harold Perrineau, ça fait trop plaisir de le revoir parce qu'en fait, il joue très bien, ce mec-là. Et le casting est vraiment solide. C'est un casting pour moi d'inconnu. Enfin, vraiment, si un des mecs jouait dans Band of Brothers, mais bon, tu vois ce que ça veut dire, quoi. C'est très vieux. Et mais c'est très solide. Et il y a plein de mystères. Et les personnages fonctionnent bien. Ils ont pas des actions trop connes, voire pas du tout. Donc ça, je suis plutôt content. Ça, c'est bien. Ça c'est cool, genre c'est-à-dire qu'à un moment, je sais pas, il y a des trucs chelous qui arrivent, ils font bah oui, bah on va rentrer, quoi. Ok, merci. Bon, pour l'histoire, des fois ils font un peu des trucs un peu concon, mais pas forcément concon. Mais voilà, mais bref. Ça a l'air très cool. Combien de saisons pour l'instant ? Pour l'instant, la 3 est en diffusion, moi je suis à la fin de la 2 là. Et il y a vraiment des trucs de mystère un peu fucked up et tu fais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est là lui maintenant et tout. Tu fais ok. Mais j'aime bien. Je le résume très mal, mais ça s'appelle From pour les gens qui sont curieux de savoir où est-ce que c'est diffusé en France et sur Canal+. Il y a le sosie de Paul Reed de ouf. Donc allez-y. From, ça me donne très envie de voir du coup. Franck dit qu'il y a le sosie de Paul Reed de ouf. C'est abusé. Donc ça c'est pour ma première. Allez, t'as une autre quote. Tu nous as dit que tu allais nous parler de L'amour ouf. Et je vais parler de L'amour ouf de Gilles Lelouch qui est sorti donc la semaine dernière avec Adèle Exarchopoulos. Des super pouvoirs de l'amour ouf. Super pouvoir de l'amour ouf avec Adèle Exarchopoulos et François Civil, Alain Chabat, Jean-Pascal Zadi, Vincent Lacoste. Enfin, il y a un casting de ouf. Et donc film qui dure à peu près 2h40, un peu moins de 3h.
qui raconte l'histoire de Clotaire et Jackie, qui sont... Ouais, alors ils ont des noms nuls à chier, mais ils le savent aussi dans le film, t'inquiète. De Clotaire, on lui dit, hein, fait putain quel prénom nul, c'est Chabat d'ailleurs qui dit ça. Et c'est tiré d'un bouquin, je crois que c'est un bouquin irlandais, que Gilles Lelouch a reçu en cadeau de Benoît Poelvoorde après le tournage de Narco. Donc regardez Narco qui est très bien, qui est un très bon film avec Guillaume Canet. Alors je digresse de ouf. La reco into la reco. Ouais, désolé. Alors Narco c'est un film de 2004 dans mes souvenirs, ouais, où Guillaume Canet est narcoleptique et donc non. Oui, narcoleptique, ouais. Où en fait il s'endort de temps en temps, en fait, voilà. Et Benoît Poelvoorde joue dedans, et Gilles Lelouch, c'est son premier film avec un autre co-réalisateur. Bref. À ne pas confondre avec la série Narcos qu'on vous recommande également. Exactement, les poupées russes de recommandations. Mais Narcos, regardez-le, vraiment, il vaut le coup. Bref, donc L'amour ouf, ça raconte donc l'histoire de Clotaire et Jackie qui vivent dans les Hauts-de-France. Enfin, on comprend plus ou moins dans un bled un petit peu dans le nord de la France, où elle, c'est une fille élevée par son père qui est veuf, donc Alain Chabat. Donc c'est une fille plutôt bien sous tout rapport, de bonne famille entre guillemets, quoi. Enfin une fille de classe moyenne, populaire. Et lui qui est donc Clotaire et vient d'une famille nombreuse avec un père qui le bat, etc. Et qui est un délinquant, un petit voyou, quoi. Mais les deux vont tomber amoureux très fort, très vite, et c'est leur histoire d'amour sur plusieurs années. Donc on a vraiment toute une partie avec les enfants, et ensuite toute une partie avec les adultes, donc joués par François Civil et Adèle Exarchopoulos. Je trouve que les enfants jouent mieux que les adultes. Alors, non, François Civil, il joue bien, mais c'est pas incroyable non plus, quoi. Adèle Exarchopoulos, c'est super, mais elle est toujours super. Mais c'est vrai que le gamin qui joue Clotaire est... Bah, je trouve mieux que François Civil, quoi. Mais bon. C'est un film qui est ultra bien mis en scène par Gilles Lelouch. Vraiment, il y a un rythme assez dingue, un rythme assez ouf. Il y a vraiment beaucoup d'idées à la minute de placement de caméra, de point de vue, etc. À un moment, il y a du vu à la première personne, il y a des changements de couleurs, il y a des travelling super intéressants. Enfin, tu sens qu'il a digéré énormément de choses. Tu sens, il a toujours dit qu'il est très cinéphile, mais ça se voit. Donc, il a vraiment bossé, je pense, même storyboardé beaucoup son film. Il y a des passages dansés, il y a des passages comme ça. Apparemment, même, il y avait un passage comédie musicale à Cannes quand il a été présenté. Il a été coupé. Mais tu vois, il allait vraiment très loin dans son film. Donc, c'est vraiment un film extrêmement bien mis en scène, extrêmement intéressant là-dessus. Gilles Lelouch, pour l'info aussi, vient du clip, je savais pas. Il a fait des clips quand il était jeune pour MC Solar, pour NTM, etc. Et donc tu sens que c'est un film qui a un peu ce truc clippé, en fait, qui a un peu ce truc, tu vois, de rythme un peu effréné, où faut pas s'ennuyer, etc. Paradoxalement, ça veut pas dire que l'histoire est nulle, mais je la trouve pas non plus excellente de L'amour ouf. J'arrive pas à y croire, en fait, aux deux. Ok. Il y a des choses super cool dans le film, notamment sur Clotaire et sa vie à lui, sur la violence qu'il a en lui, parce qu'en fait c'est un film sur la violence, c'est un film sur justement comment on gère sa violence, comment la violence amoureuse, la violence, tu vois, physique, la violence morale, etc. Et je trouve que Clotaire est bien traité, mais l'histoire d'amour, en fait, je trouve que elle m'a pas emporté du tout, quoi. Donc c'est un peu dommage. Que dire, le casting est super, par contre le casting est vraiment fou. Vincent Lacoste a une scène dingue, vraiment, il joue extrêmement bien. Vincent Lacoste, on sait toujours qu'il joue bien, mais vraiment là, il est très très bon. Et puis Chabat est super, encore une fois, mais Chabat est toujours très bon. Voilà, c'est un film qui m'a vraiment plu. J'en ai beaucoup parlé après. J'étais avec quelqu'un qui a vraiment aimé, que j'aime beaucoup aussi, et qui a bien aimé le film, et qui m'a dit que voilà, elle avait trouvé ça super, mais on était pas forcément, je pense, tous les deux happé par l'histoire, en tout cas, tu vois. Mais au niveau de la mise en scène, par contre, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Donc voilà pour L'amour. Trop bien. Ouais. L'amour ouf, du coup, est disponible en salle à l'heure actuelle. Donc, c'est un film à voir en salle, je pense, quand même. À aller checker ça, évidemment, pour les gens qui seraient curieux. Et de toute façon, le film est bien reçu, hein, comme tu nous l'as dit dans ton box-office. Pour les inspi, il y a vraiment un côté West Side Story dans l'idée, quoi. Il y a un truc un peu genre deux mondes qui s'affrontent, en fait, tu vois. Il y a vraiment ce côté, on est un peu des loupards et on fait des trucs comme ça. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté amour en même temps qu'il y a de la violence, comme dans West Side Story, quoi. Clairement, c'est ça, quoi. Donc ouais. Trop stylé. Si vous aimez, vous. Ouais. Trop bien. On va aller voir. Dernière reco. Allez, dernière reco. Je vais vite sur ma dernière reco,
qui est, je sais même plus. C'est l'histoire de Suleiman dont tu veux nous parler. En plus, super film, l'histoire de Suleiman. Alors, rien à voir avec l'amour ouf. L'histoire de Suleiman, qui est sorti le 9 octobre dernier. Donc, dépêchez-vous, il va peut-être pas rester en salle très longtemps. Ouais. Réalisé par Cinéma d'arrêt essai, il y a moyen que vous le chopiez encore. Oui, oui, tout à fait. Il est à côté, enfin, il est chez le mien, à côté de chez moi. Il est chez le tien? Ouais. Et film réalisé par Boris Lochkin, j'espère que j'écorche pas son nom, et interprété Suleiman par Abou Sangar ou Abou Sangaré, qui n'est pas un acteur professionnel, qui est un acteur, voilà, je pense apparemment trouvé pour le film. C'est génial, l'histoire de Suleiman. C'est 48 heures dans la vie d'un sans-papier guinéen, si je me trompe pas, qui survit en tout cas à Paris en étant un livreur Uber Eats, mais il n'est pas vraiment lui-même livreur Uber Eats parce qu'en fait il loue la licence Uber Eats à une de ses connaissances, ce qui fait qu'en fait il va galérer énormément pendant 48 heures. En gros, il va se faire contrôler par les flics, mais s'il se fait contrôler par les flics, c'est pas vraiment lui, etc. Enfin, vous avez compris le principe, c'est voilà. Donc, il est toujours un peu en sursis, c'est toujours un peu compliqué. Il a besoin d'argent, il a besoin de plein de choses, etc. Et l'histoire de Suleiman, en fait, c'est 48 heures dans sa vie, et surtout, au bout des 48 heures, il va passer un entretien pour potentiellement avoir des papiers. En fait, c'est 48 heures où il va devoir aussi, en même temps qu'il survit, devoir préparer cet entretien. Donc, peut-être devoir revoir son histoire, mais quelle est la vraie histoire de Suleiman, pourquoi il est venu en France. Donc on sait pas nous en fait, et on va le découvrir au fur et à mesure en fait, pourquoi il est venu en France, qu'est-ce qui l'a poussé à venir en France, à quitter son pays, à quitter sa famille, ses proches, etc., et à galérer comme il galère quoi. C'est un film qui est filmé vraiment au niveau des gens tout le temps, je trouve ça génial. C'est un film sous la flotte à Paris, tu vois pas la Tour Eiffel, c'est un film Paris est crade, c'est le vrai Paris, c'est le Paris, tu vois, on a habité à Paris tous les deux, on sait ce que c'est ce Paris là, qui est pas beau, toi c'est le Paris un peu dépressif, tu vois. Je l'ai revu ce week-end. Tu l'as revu ce week-end? Ouais. Il est pas beau ce Paris quoi. Non. mais je l'aime bien aussi ce Paris. Il est important. C'est une vraie, c'est une image aussi ce Paris là. Il a une atmosphère. Il a quelque chose. Il le filme extrêmement bien je trouve. Et c'est vraiment filmé comme un thriller. C'est vraiment filmé à toute allure parce qu'il est sur un vélo tout le temps. Et foncez voir l'histoire de Suleiman. Vous ressortirez pas joyeux. À la fin les gens vraiment c'était le silence complet dans la salle. Il y a eu des applaudissements. Ce genre de film, tu sais, dont tu sors, t'es un peu groggy, quoi. Un peu groggy, quoi. T'es un peu groggy, mais ça fait du bien, c'est important. Et il y a eu des applaudissements aussi pour l'amour ouf, ce qui me gêne tout le temps. Je comprends pas des gens qui applaudissent pour les films. À croire qu'il y a le réalisateur dans la salle, tu vois, genre. Mais j'ai jamais trop compris le délire aussi. Génial. T'applaudis quoi? À la rigueur, dans une avant-première, tu vois, où il y a l'équipe qui est là, ok, tu vois. Oui, bah oui. Quand il y a des gens qui ont travaillé sur le film, je sais très bien, quoi. Mais sinon, c'est comme si là, les Poppies, chez eux, ils faisaient, épisode de Pop News. Il était super. Bref, je m'embarque sur un truc, désolé, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, et donc, quoi dire, non, l'histoire de Suleiman, allez-y, c'est très très bien, et c'est très très bien réalisé. Incroyable acting de la part de l'acteur principal, justement, qui est pas acteur, quoi, donc Abou Sangar ou Sangaré, et vraiment foncé, c'est super, c'est vraiment super. Trop cool. Voilà. Bah écoute, ça donne grave envie en fait tout ça. Je vais faire juste une petite manip, parce que moi j'ai envie de vous montrer des jeux vidéo. Mais vas-y, fais donc. Pendant que... Pense à nos auditeurs aussi quand même, ça. Oui, bien sûr, non mais justement, voilà, n'oubliez pas que nous sommes sur YouTube et qu'on a une information à vous donner cette semaine d'ailleurs, qu'on aurait dû vous donner au début de la vidéo et du podcast, c'est que nous sommes désormais 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci évidemment à tous et un grand bravo au travail d'Adrien qui prend tout ça à bras-le-corps pour gérer tout ça. Et vraiment... On est 100 000, on est plus de 100 000 maintenant, 100 100 je crois, un truc comme ça. Très clairement. Donc bravo. Bravo. Merci, merci à tous, ça nous fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que c'est fou qu'on a réussi à décoller à ce point-là, quoi. YouTube, on attend évidemment le petit trophée, bien sûr, maintenant. Oui. Allez, donc du coup... Il faut le demander, je crois. Mais, ah bon? Je savais pas. Ah bah le trophée a commencé. Je t'ai fait une bourreville là. Ah bah ah bah mon trophée. Ah bah mon trophée. Ah bah mon trophée. Mon trophée. Bref, waouh. Il est tard. Oui, non, je vais le demander. Bref, fais-nous ta reco. Ouais. En fait, cette semaine, j'ai vu que c'était le Steam NeoFest. Alors pour les gens qui connaîtraient pas, sur Steam, du coup, ce géant du commerce de jeux vidéo en ligne, où vous pouvez du coup lancer des jeux évidemment
évidemment, il y a ce qu'on appelle le NeoFest, et c'est un festival sur une semaine où l'idée c'est de mettre en avant des démos de jeux qui vont bientôt sortir. Et du coup, j'en ai testé un certain nombre, et il y a 3 jeux qui m'ont frappé et qui m'ont marqué, et dont je voulais vous parler en fait, qui vont sortir soon. Et j'ai bien envie, je voulais leur donner un petit peu de force parce que vraiment c'était assez cool. Le premier, c'est un jeu qui s'appelle Spilled, qui est un jeu en fait où vous contrôlez un petit bateau sur des mers ou des rivières qui sont marquées par des nappes de pétrole, et donc vous allez nettoyer tous ces cours d'eau, etc. Et donc au gré de vos passages avec votre petit bateau, vous allez du coup pouvoir recycler tout ce pétrole et acheter du coup des améliorations pour votre bateau pour faire en sorte de choper plus de pétrole et donc aller plus vite, etc., pouvoir en stocker un peu plus. Donc il y a un côté très écologique évidemment dans l'idée, c'est très joli, il y a un côté très pixel dans l'idée, dans la direction artistique. La démo est vraiment très très cool. Il y a eu un Kickstarter qui a été lancé pour soutenir le projet. Le projet du coup va arriver à terme très prochainement et donc va être sorti, j'ai plus la date en tête, mais voilà, moi c'est un des petits trucs, honnêtement, je chill. Et ça m'a donné envie de continuer à y jouer. Donc la démo est assez courte, mais m'a donné suffisamment envie pour me dire ok, je le mets dans ma liste de souhaits. Donc ça s'appelle. J'aime beaucoup le style. La DA. Ouais. Donc ça s'appelle Spilled, S-P-I-2-L-E-D. Spilled. Dans le même genre en termes de DA, j'ai joué à un jeu de gestion qui s'appelle Ale Abbey. C'est un jeu où on contrôle une abbaye qui brasse sa propre bière. Ça me parle. Et l'idée en fait c'est que vos petits personnages ce sont des moines, et c'est des moines qui brassent leur propre houblon, et donc va falloir gérer le brassage de vos bières et faire en sorte aussi de les vendre à d'autres villages, et aussi faire en sorte que les moines eux-mêmes n'aillent pas boire leur propre production. Donc vraiment très rigolo. Ça va aussi beaucoup dans le détail de la gestion, etc. Vraiment, c'est très cool. C'est vraiment le genre de jeu dans lequel je pourrais me perdre pendant des heures et des heures. Vraiment très cool. Ça s'appelle Ale Abbey. C'est une sorte de Fallout Shelter de bière. C'est exactement ça. Okay. Vraiment. Okay. Et ça va un petit peu plus loin parce qu'en fait, si tu veux, pour pouvoir débloquer d'autres villages dans lesquels vendre ta bière, ils vont te dire ok, moi je veux une bière de telle qualité avec tel ingrédient, et tu fais un petit peu ta décoction avec ton alambic, etc. C'est vraiment malin. J'ai vraiment bien aimé. Et je vous en propose une troisième, et j'en ai un quatrième qui m'est revenu en tête. C'est donc celui-ci, c'est Rift of the Necrodancer, donc c'est la suite spirituelle de Crypt of the Necrodancer. Et là pour le coup, c'est un jeu de rythme pur et simple. Alors, Cadence of Hyrule, je le vois. Cadence of Hyrule, jouez. Alors, rappelez-vous, donc Crypt of the Necrodancer et Cadence of Hyrule, c'était un jeu où on bougeait notre personnage dans un monde en rythme pour faire en sorte de résoudre des énigmes, battre des ennemis, etc. Et là, pour le coup, c'est un jeu de rythme pur, mais avec différentes choses à faire pour passer, évidemment, les différents niveaux. Donc, on est vraiment dans une espèce de Guitar Hero-like, mais où les notes vont avoir des choses un petit peu différentes à faire, genre il y a certaines notes, il va falloir les taper plusieurs fois, il y en a d'autres qui font des petites feintes en mode en fait tu croyais que j'étais tout à gauche, en fait je serais tout à droite. Il y a des choses comme ça, tu vois. Alors, c'est super dur. J'ai joué en mode normal, c'est dur, mais c'est vraiment très cool avec des musiques incroyables. Okay. Voilà, et le dernier dont je veux vous parler, c'est un jeu qui s'appelle The Executive. Et le jeu, en fait, le concept, c'est que... Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé récemment de Game Dev Tycoon, où vous gérez votre studio de jeux vidéo et la production de jeux vidéo de votre studio. Et là, c'est la même chose, sauf que vous gérez un studio de cinéma.
Et l'idée, c'est que vous allez être, comme on le disait tout à l'heure, le producteur de vos films. Vous allez choisir le genre, l'acteur, le réalisateur qui va jouer tout ça. Vous allez décider de savoir si c'est un gros budget, un petit budget, un moyen budget, un blockbuster. Vous allez décider dans quelle catégorie, enfin dans quelle zone de budget vous allez allouer, par exemple, l'écriture du scénario, les VFX, etc. C'est très complet. C'est trop bien. C'est hyper précis. Et évidemment, plus ça va, plus tu vas connaître un petit peu les genres de prédilection que tu as. Ça va très loin dans le sens où il va falloir que tu fasses des deals d'édition avec des publishers qui vont te dire « Ok, c'est très bien, sauf que moi, je vais te prendre 45% de tes recettes. » Ils vont te dire « Ok, mais moi, je suis capable aussi de prendre en charge les frais marketing et les frais de publication en vidéo. Et en plus de ça, je suis expert en tel genre de tel film, etc. etc., etc. » Tu développes vraiment les choses, et vraiment, c'est un jeu que j'adore, enfin que j'attends énormément depuis que j'ai touché à la démo, parce que évidemment, t'as un avocatomètre qui remplace le tomatomètre de Rotten Tomatoes. Il y a évidemment des critiques qui sont publiées sur tes films, et ce qui est très cool, c'est sur la phase du script et sur la phase de choix de casting, il y a certains personnages, si tu veux, alors évidemment, ils ont tous des noms qui sont inspirés de gens qui existent vraiment, genre Tom Cruise, ou genre Gail Mibson, tu vois, typiquement, tu vois. Et donc c'est très cool. Et en plus, si tu veux, ils ont chacun un score en mode, lui par exemple, il est très en vue à l'international, mais par contre aux États-Unis, bof. Par exemple, il correspond de fou à ton script. Par contre, il a des notes moyennes. Excuse-moi, mais par contre, d'une manière générale, il a des notes pourries de la part de la critique. Donc vraiment, ça va, c'est un délire, mais c'est hyper précis, et j'ai très envie de jouer à ça. C'est un football manager du cinéma, en fait. C'est tout à fait ça. Et évidemment, plus ça va aller, plus ton studio va prendre en taille, et ça a l'air absolument fascinant. Tu peux faire voir les noms des réalisateurs et acteurs. Attends, on le voit dans le trailer, là, des fois sur la gauche, là. J'essaie de voir, qu'est-ce que je peux trouver. Il y a des noms de ouf. Ouais, non, mais vraiment. Voir, donc moi j'ai beaucoup aimé, très franchement. Là à gauche, non mais t'inquiète. Allez. Là ouais. Holly John Doe. Enfin, des trucs comme ça. Ok, yes. Bref. Donc voilà, ça s'appelle The Executive. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une démo qui est disponible. Wenzel Washington. En fait, non, ils ont juste changé les. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord, ok, ça. Mais voilà, vraiment, j'ai été assez frappé et marqué par cette démo. Et c'est un des jeux que j'attends le plus maintenant que j'ai testé. Mais j'ai pas l'info à l'heure actuelle. Pour l'instant, on est sur un prochainement. Mais j'espère que ça sera pour 2025, quoi. Trop cool, trop bien, trop bien. Voilà pour mes petites recos démo. Super reco. Et avant de terminer l'émission, Lactic précise, et c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais on n'en parle pas trop dans l'émission de jeux vidéo, mais Dragon Ball Sparking Zero qui est sorti la semaine dernière et s'est déjà vendu à 3 millions d'exemplaires le jour de son lancement. Donc apparemment le jeu est très bien, et c'est vrai que j'aimerais bien tester aussi ce petit Dragon Ball. Ouais. Donc voilà, évidemment, sachez que pour l'écosystème du jeu vidéo, la wishlist et le fait d'ajouter un jeu sur sa liste de souhaits sur Steam, c'est très important pour les studios jeux vidéo, et tout particulièrement les studios indépendants. Donc n'hésitez pas à le faire sur ce genre de cas de figure. Moi, c'est ce que j'ai fait. Même si les jeux que j'ai pas encore pu tester, je me suis mis sur la liste de souhaits, histoire de me dire, allez, let's go. Parce que derrière, quand ça sort, ils vous envoient un mail, etc. Donc ça aide, forcément. Voilà pour nos recos, et pour 7h30 de podcast, mine de rien. Vous avez vu, on fait certes un podcast toutes les 2 semaines désormais, mais vous avez du rab, et donc ça nous fait plaisir, évidemment, de vous avoir avec nous toutes les semaines. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines, on sera d'ores et déjà au mois de novembre, et puis portez-vous bien d'ici là, et regardez des belles choses, jouez à des belles choses, et on se retrouve évidemment dans notre page Discord. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.